pendant Pessah et on essaye de s'éloigner du maximum possible du Hametz. Et pareillement aussi pour les recherches kelim, mais comme on verra, pas tous les kelim sont cachérisables. Et même s'ils sont cachérisables, pas dans tous les cas les kelim sont cachérisables, donc la madrim et la madrim. Donc on va commencer le shiur, donc c'est Chot Ersher Kelim, on va consacrer le shiur comme d'habitude à la Nishma de Taravat Abraham, et chez Balou, le Chaim Tovim Marokim, pour les familles du Rav Shlomo Chaim Bonan et pour la famille du Rav David Ben Chitrit, le chaliar connu de Noisy-le-Grand, médecin aussi très, très connu. On en verra après le numéro pour ceux qui veulent se conseiller, hein, Rabbi David. Mais en tout cas, nous allons donc Bezrat Hashem consacrer aussi le shiur pour eux, pour qu'ils qu'ils ont beaucoup de nachat, beaucoup de santé, atzlacha dans tous les domaines, et pour la refoua shlema du Rosh Koel Rav Meir Eliyahu Ben Galia, qui est une refoua shlema imminente. Alors, avant de commencer, on va juste citer la Gemara Avodah Zarah. C'est d'ailleurs, je rapporte la Gemara qu'on a étudiée il y a quelques semaines. Et ça correspond évidemment directement lié avec la Hachara des Kelim. Il faut savoir que la Hachara des Kelim, dans le Shulchan Aruch, dans Rachaim, il y a aussi dans Yoredea, mais dans Rachaim, on voit beaucoup donc c'est l'essentiel là-bas, la Hachara des Kelim, dans Ilchot Pesach. C'est dans le Siman Tafun Aleph, Tafun Bet, pour ceux qui veulent voir. C'est pas trop long et c'est assez intéressant. Donc là, aujourd'hui, comme on l'a dit, on va essayer de se concentrer sur les principes, on va dire, essentiels de l'Arshara. Et on va commencer. Donc, on est dans la Gemara à l'Avodah Zarah. Avodah Zarah daf Ayin He Amud Bet. Tanu Rabbanan. Donc, Alokeach Kli Tashmish Min Avdei Kochavim. Je pense que vous allez tous vous rappeler cette Gemara, on a étudié il n'y a pas longtemps. Celui qui achète Kli Tashmish, donc des ustensiles, d'un Oved Kochavim, d'un non-juif. Dvarim shelo nishtamesh bahem madbila. Donc déjà, lorsqu'une personne vient acheter un kéli d'un non-juif, il y a deux problèmes qui se posent. Un, évidemment, c'est la dvilat kélim. Il faut tremper le kélim au mikvé. Et deuxièmement aussi, nous avons le problème de l'utilisation du kéli. Si le goy a utilisé le kéli pour quelque chose qui est assourd, donc forcément, on va devoir cachériser le kéli. Donc on a deux points, oui, donc la dvila et la arshara. Alors qu'est-ce qu'on dit la Gemara? Dvarim shelo nishtamesh bahem. Si le kéli est neuf, c'est un kéli qui n'a pas été utilisé, madbilan vehem teorim. Il trempe au mikvé et c'est taor. Étant donné que c'est un kéli qui est neuf, il suffit de tremper au mikvé et c'est taor. Dvarim shenishtamesh bahem, aidet sonen, kegon kosot, katoniot, vetzlochiot, medichan ou madbilan vehem teorim. Si c'est quelque chose qui a été utilisé à froid, betsonen à froid, comme par exemple des verres, pour boire de l'eau ou autre, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il suffit simplement de les rincer, étant donné que ils n'ont pas été, comme on a appris à Issour Vayeta plusieurs fois, que le Issour rentre, notamment avec la chaleur. Donc là, c'était à froid, donc il n'y a aucun Issour qui est rentré. Il suffit juste de bien les nettoyer et ensuite de les tremper. Peut-être qu'il a bu du chalavakoum ou du vin, il y a une esser. Alors on va bien les nettoyer et ensuite on va les tremper au mikveh, vehem théorine. Après, ils sont purs et permis à la consommation. Maintenant, quelque chose qui était utilisé avec la chaleur. Kegon, ayorot, ou kumkunus, mosun, ou mechamechamin, magilan, ou madbilan, ventori. D'accord, dans tout ce qui est fait à chaud, comme par exemple donc des marmites ou bien des concombres, d'accord, toutes sortes d'ustensiles qu'on utilise pour chauffer donc des aliments, de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Magilan ou madbilan ventorin, on fait la agala, on les trempe au mikvé et ils sont taor. Donc il faut faire deux choses. Un, agala, et deux, madbilan. Varim shnishtamesh bahen al-edeaour. Quelque chose maintenant qui est utilisé avec le feu, donc pas avec de l'eau, pas par la force de l'eau, pas par la force du mashké, du liquide, mais par la force du feu. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On dit comme par exemple shipoudin, varskalaot, milabdan ou madbilan ventorin, comme par exemple les brochettes, par exemple, qui fait des grillades, d'accord, qui va prendre une brochette et qui va donc percer avec la viande. Admettons que la viande qui n'est pas cachère, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on cachérise? On ne pourra pas cachériser avec de l'eau, étant donné que c'est comme on va la prendre, kibolo carpolto. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la cachériser avec du feu. Ok. Alors déjà, avant ça, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On apprend on a trois niveaux de cachérisation. On a un à froid, deux à chaud. Et chaud, il se sépare en deux. Un, quelque chose qui a été contaminé à chaud par la force de l'eau et quelque chose qui a été contaminé à chaud par la force du feu. Ok, donc on a à froid, contaminé par l'eau et contaminé par le feu. Et dans tous les cas, on doit avoir le même sort de cachérisation.
on doit avoir donc lorsque c'est à froid, il suffit de le rincer à froid. Lorsqu'on a c'était contaminé du issour par de l'eau chaude, à ce moment-là, on doit cachériser par de l'eau chaude. Et lorsque ça a été contaminé par du feu, à ce moment-là, on doit cachériser par du feu. On verra ce qu'est la différence entre l'eau chaude et du feu. Ok, très bien, on continue. Maintenant, on va rapporter un petit passage du Mishnah Brura dans Siman Taf Nun Aleph Sif Katan Chafret. Vous voyez si on voit ce qu'il dit le Mishnah Brura, le Chafetz Chaim. Vous savez que le Chafetz Chaim, le rabbi, une fois dit sur le Chafetz Chaim que le mérite qu'il a eu que tous les Bnei Israël, on voit que tous les courants utilisent le Mishnah Brura, c'est parce que par sa force de Avat Israël. C'est très bien, le Chafetz Chaim a beaucoup investi sur les Lashon Hara et sur le Sefer Avat Chesed. Je pense qu'il traîne ici d'ailleurs, Avat Chesed. Il y a Avat Chesed, c'est un livre de Choshe Mishpat, puis aussi de Alva'a et de Ben Am Chavero, Gmut Chassadim, Satochim, tout ce qui est Ben Am Chavero. Il a écrit beaucoup de livres sur le lien d'Avat Israël. Et donc, étant donné qu'il a tellement investi par Avat Israël, Akadosh Baruch Hu, il a fait que tous ces livres soient acceptés pour tous les Juifs, acquis par tous les Juifs, ce qui n'est pas toujours évident. Ok, comme on sait très bien, quand on a deux Juifs, on a 3 avis, et bien, au Hachem, son livre a été reçu partout. En tout cas, donc Mishnah Brura nous dit comme ça, quelque chose de très intéressant. Et pourquoi j'ai apporté ce passage, même que ce n'est pas les maasé tellement, mais c'est plus, on va dire, plus de poli, c'est parce qu'en vérité, ça nous rappelle beaucoup ce qu'on a étudié en Smicha. Alors venons, on regarde ce qui est écrit ici. Srechim Liboun. Là, il dit que donc, tout ce qui a été fait avec le feu doit avoir Liboun. Liboun, ça veut dire cachériation par la force du feu. Agdim Agdama Ktsara. Il dit, je dois te faire une petite introduction. Veistarer Bekam Mekomot, tu en auras besoin pour plusieurs endroits. Da, sache. Deita Bagmara, on retrouve dans la Gemara, des Davka Devar Issour, Anivla Bekeli Aliede Or, Aliede Or, Sarich Liboun, Aval Davar Eter, Anivla Bekeli Aliede Or, Af Shachakar Neesar, Kegon Basar Kodashim. Donc, déjà, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça, dans la Gemara, elle nous dit que dans Devar Issour qui est rentré, il faut avec le feu, il faut le cachériser avec le feu, c'est uniquement quelque chose qui était assourd. Par contre, Davar Anivla Bekeli Aliede Or, par contre, quelque chose qui est éther, qui est permis, qui a été absorbé, qui est rentré dans le keli par la force du feu, même qu'après c'est devenu assour, comme par exemple Gon Basar Kodashim, Shetalou Bek Beshipud, Al-Gabe Ao, Av Shebasof Nasa Ablia Beshipud Notar, Afiloach Yershero Sheshipud Zedai Ba'agala. D'accord, ça veut dire, quand par exemple la viande de kochim, on sait très bien qu'au bout d'un moment, on a un certain laps de temps pour le manger. Si on dépasse le temps, ça s'appelle du notar. Et à ce moment-là, ça ne devient pas caché, on ne peut plus le consommer. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a donc de la viande qui est absorbée dans un kéli en étant éther, étant donné que c'est moutard, mais c'est le temps qui a causé que que la viande devienne assour, étant donné que le kochim dépend du temps. Donc, en vérité, là, nous avons une brochette. Cette brochette-là, nous avons de la viande kochim qui est rentrée. C'est rentré bééter. Dans ce cas-là, qu'est-ce que nous dit la Torah? Qu'on peut le cachériser par agala. Pas besoin, malgré que c'est fait par la force du feu. Étant donné que c'est pas une blia de issour, c'est pas quelque chose de issour qui est rentré depuis le départ, mais quelque chose de éther, mais qui est devenu assour à cause du temps, à ce moment-là, on n'a pas besoin de faire. La cachérisation ne se fait pas par le feu, pas besoin d'arriver jusqu'à là-bas, il suffit de le cachériser par la force de l'eau chaude. Alors maintenant, on se pose une question. Est-ce qu'on peut comparer le lien de kochim avec le chametz? D'un côté, le chametz, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que le chametz aussi, au départ, il était moutard. Pourquoi il est moutard, le chametz? Parce qu'on a le droit de manger du chametz durant l'année. Et c'est que le temps de Pessah, c'est en arrivant à la Shachamishi de Pessah, c'est ça qui a fait que le chametz devient chametz. Donc peut-être que pour Pessah aussi, on dirait la même chose. Que toute chose tout Kéli qui a été contaminé par du chametz avant Pessah, donc en 2 mots, bééter, parce qu'on a le droit de manger du chametz avant Pessah. Si le temps, c'est-à-dire c'est Pessah qui a causé que le Kéli devienne assourd à cause du chametz, peut-être ça va être comme kochim, où à ce moment-là, on pourra cachériser même un Kéli qui est fait par le feu, par l'intermédiaire de la gala, on n'a pas besoin de faire l'iboun. Alors maintenant, dans les mots, ce que j'ai expliqué dans les mots, ce que je veux dire dans les mots, les poskim, ils sont en marloquet liyan chametz. Abaloua, bekli, yesh omrim. Donc, les poskim ont une marloquet. Est-ce que le chametz qui est dans un kli, c'est aussi considéré comme les coutumiers, yesh omrim les égam kem mikri eter, eter abala. Il y en a qui disent que c'est considéré comme quelque chose qui est moutard. C'est quelque chose qui est absorbé, qui était moutard. Chez BM Tzahashana, Kshnivla Chametz Shel Amulaita.
Bishipud, Aya Eter, Valken, Sagi Be'agala. Et automatiquement, ça suffit dans Agala. Ou le didou, Kol Kelim Shtashmishan et les Deur, et il y a un Pesar, Daï Be'agala. D'accord? Et selon ça, si on va d'après cet avis-là, qu'on va dire que c'est considéré comme Eter Abala, que ça a absorbé du Eter, à ce moment-là, on peut se dire que, effectivement, si je dois cachériser même un clic qui est absorbé du Hametz par la force du feu, ça me suffit de faire Be'agala parce que Eter Abala. On peut dire, comme le Kol Hashim, que c'est Eter Abala et ça me suffit de le cachériser par la force de l'eau. Je n'ai pas besoin d'arriver jusqu'à la force du feu. D'accord? Donc, on le dit d'où? Kol Keilim Shitashmishan et des Our Linyan Pesar, Daï Be'agala, suffisant de faire Be'agala. Viesh Omrim. Et certains disent Dafka Notar. Dafka Notar. Pourquoi? On ne peut pas comparer Hametz et Notar. Pourquoi? On ne peut pas comparer Hametz et Kodashim. Pourquoi? Parce que chez Be'et Ablia, parce qu'au moment de la Blia où ça a été absorbé, Lo haya Shem Notar ala Basar Kla, la Chen Ikra, Davarze Beshem Eiter Abala. אבל חמץ דבעת השתמשות השיפוט בחמץ היה שם חמץ אל הבלייה ועכשיו גם כן שמו חמץ. D'accord, donc on ne peut pas comparer les deux parce que quand on parle des kodashim, au début c'est totalement permis. Ça veut dire en la viande telle qu'elle, elle est permise dans tous les temps, elle est permise. Après, c'est vrai que le temps est passé, ça l'a rendu assourd. Mais le chametz c'est différent. Pourquoi? Parce que le chametz depuis le départ, il avait un shem de chametz sur lui. Il avait le nom de chametz sur lui. Donc même si je dis que le Hametz, il est devenu Hametz avec le temps, mais étant donné que depuis le départ, il avait un shem de Hametz, alors c'est plus Hamour que les Kodashim. Que les Kodashim, ils n'avaient aucun problème en eux depuis le départ. Parce que finalement, le Hametz est resté toujours Hametz. Mais le Hametz en soi, c'est un problème. C'est exactement ce que Pessah ne veut pas. Donc, étant donné que le Hametz, c'est le shem de Hametz, alors à ce moment-là, c'est plus Hamour. Et c'est pourquoi, excusez-moi, ok, c'est pour ça que il nous dit comme ça, les mafréas, mais maintenant le issour s'est réveillé. Les mafréas, c'est-à-dire rétroactivement, al-shem chametz ze lo mikre b'shem ha'itera bala, de chametz bala betocho, et gam arshav ou chametz, c'était le même chametz avant, c'est le même chametz maintenant. Donc en deux mots, il a toujours eu du chametz dans lui. Au bichlal issoura bala, et donc c'est considéré un issour bala. Parce que maintenant, quand je vois je prends les lunettes de Pessah et je regarde ce keli-là, il a pas du Hametz tout le temps. Que pour moi, quand on voit Pessah, le Hametz est Turasso. Il n'y a plus d'autre métier. Hametz est Turasso. Et c'est pour ça qu'au Tzichin Liboun, on a besoin d'un Liboun. On doit donc cachériser par la force du feu et pas seulement par la force de l'eau chaude. L'eau chaude ne suffira pas dans ce cas-là. Mais comme etc. Ça nous trignane. Ok. Donc, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit qu'en vérité, lorsqu'on parle de Hametz, même qu'on a pu le comparer à Kodshim, malgré ça, on va dire que c'est considéré quand même que Issoura Bala. C'est comme si il a vraiment absorbé du Issour. On ne peut pas dire que c'est pas comme les Kodshim que quand on voit un morceau de viande, ce morceau de viande-là, il était permis et c'est le temps qu'il est arrivé. Là, quand je vois encore une fois, avec les lunettes de Pessah, je regarde, je mets dans Pessah et je vois ce qui est autour de moi, je vois les kelim. À partir du moment où j'ai du Hametz qui était dans ce même Hametz avant leur même Hametz maintenant, pour moi, il n'y a aucune différence. Dans tous les cas, c'est un Hametz qui est pasoul, qui est assour, qui est interdit la consommation. Et c'est pour ça que c'est considéré sur Abala, et c'est pour ça que si ce keli est absorbé par la force du feu, je dois aussi le cachériser par la force du feu. On rappelle qu'on aimerait bien voir votre Adrat Panim, donc ceux qui peuvent allumer votre caméra. Ok. Maintenant, on va prendre quelques petites halakhot rapidement, et ensuite on va faire un petit résumé. Ok. Quelques petits halakhot, là c'est le Shulchan Aruch al-Morazaken, Siman Tafun Aleph, Seif Aleph. Venez, on regarde ce qu'il dit l'Al-Morazaken, il résume bien le Shulchan Aruch. Kol ha-kelim she'eino rotze, c'est que la malade d'un Shulchan Aruch al-Morazaken, c'est quoi son chidouche? Bon, à part qu'il est sa psyka, qu'il y en a qui pensent que le Morazaken est possède comme les Ashkenazim. C'est vrai que le Morazaken est possède en fonction de sa chita. Et souvent, d'ailleurs, il est rochesh aussi, même aux Svarot qui sont Mahmirot, pour être d'après tout le monde. Il dit que la halakha est comme ça, mais l'Achmir, comme Ezra Rishona, par exemple, etc. Mais on va dire la particularité du Shulchan Aruch Morazaken, c'est qu'il voulait que ce soit halakha betama, c'est-à-dire qu'une personne qui lit le Shulchan Aruch, de manière générale, on voit qu'on a la halakha et c'est tout sans aucune raison. Dans le Shulchan Aruch, il y a aussi une explication. Et à tel point que des fois, lorsqu'on lit le Shulchan Aruch al-Morazaken, on a l'impression que c'est un nouveau Shulchan Aruch tellement qu'il est construit
un peu différemment, mais d'un coup, on voit sa façon de voir et d'un coup, tout s'éclaircit parce que finalement, il nous met carrément les éléments devant nous et on ne comprend pas forcément quoi, on comprend aussi pourquoi. Alors, venez, on voit ce qu'il nous dit l'Almour Azaken. Maintenant, donc là, on va parler, Bichlal, est-ce qu'on a le droit de garder des kilim de Hametz à la maison, mais il faut tous les vendre au goy. Oui, c'est très concret. D'accord, tout le monde on a tous une cuisine chez soi à la maison, on a tous des kilim, d'accord, et on se demande est-ce qu'on est obligé de les vendre, oui ou non. Qu'est-ce qu'il nous dit le Shulchan Aruch? Kol ha-kelim, donc on va lire ensemble rapidement. Kol ha-kelim she'eino rotze la'achshiram le-Pesach al-yedei ha'agala ou libun, וכן כל כלי חרס שאין להם הכשר על ידי העגלה וליבון. Donc tout ustensile qui n'a pas, qu'une personne ne veut pas cachériser à Pessah, avec Agala ou avec Liboun, ou bien l'accord bien Klicheres en argile qu'il est incachérisable, ou bien qu'il ne veut pas, ou bien qu'il ne peut pas cachériser. Si maintenant tu veux les garder à la maison sans avoir besoin de les vendre au goy, il faut bien les frotter, bien les nettoyer. Heitev, comme il faut, Kodem Shah Shishit Beref Pessah avant la 6e heure. Ou la Dichan Me'at, aussi les rincer. Benyan Shelo Yehem Chametz Nikar Bahen, et pour pas qu'il y ait du Chametz qui soit reconnu, il n'y a pas de trace de Chametz, il faut qu'il soit totalement brillant, totalement propre. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, Viatzniam Bemakom Tsanoua. Il faut qu'il les cache. Un endroit qui est Tsanoua, c'est-à-dire un endroit qui est qu'on ne voit pas, qui est d'accord caché. Chez Enon, Ragil et Lech Lesham, quoi les mapes. Donc, il doit le mettre dans une pièce, dans une armoire un peu différente, de manière à ce qu'il n'y a pas de risque qu'il soit amené à ouvrir l'armoire pour se servir. S'il les laisse, par exemple, ou il a l'habitude de les laisser, alors à ce moment-là, il pourrait venir par exemple, prendre un verre d'eau et boire. D'accord. Donc, c'est pour ça que s'il ne les vend pas, il n'y a pas de problème. Il fait un signe, il fait un équerre, il fait une marque. Mais si jamais il ne les vend pas, il veut les garder, à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est qu'il les met dans un endroit qui est caché, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'habitude d'aller là-bas et se servir. Pour pas qu'il oublie, pour pas qu'il oublie qu'il utilise les kelim même en Pessah. Même que tous les kelim qui sont absorbés, qui ont absorbé donc des Mishar Issour, d'autres Issour Moutar, la Shotan Imo Bebait, on a le droit de les garder à la maison. On n'a pas peur qu'on oublie, mais comme Chametz, on dit un kli de Issour, on dit qu'on a le droit de le garder à la maison, mais quand même qu'il n'a pas cachérisé. Et on pose la question dans ce cas-là, pourquoi? C'est quoi la différence? Pourquoi dans Chametz, j'ai besoin de le cacher, et un kli de Issour, je n'ai pas besoin de le cacher? Parce que dans un kli de Issour, toute l'année, tu ne l'utilises pas. Donc, tu sais qu'il est assourd. Dans ta tête, c'est assourd, tu le mets de côté, et automatiquement, il n'y a pas de risque que tu viennes à l'utiliser par erreur. Par contre, Chametz, étant donné que c'est un kli que toute l'année tu utilises, à ce moment-là, la Torah nous demande, si tu ne le vends pas, à ce moment-là, cache-le de manière à ce que tu ne vas pas être emmené à prendre le keli et t'en servir, d'accord, malgré tout. D'accord? Donc, c'est la différence. Étant donné que le kelim de Chametz, il a l'habitude d'utiliser ces ustensiles-là toute l'année, on craint plus, on a plus de crainte, les shircha, à ce qu'il oublie, c'est bien de les enfermer dans une pièce spéciale, ou la tnia, mafter, et de cacher la clé chez l'eau, yeler, le sham, kolim, Pessah, pour pas qu'ils soient amenés à venir utiliser ça pendant Pessah. Donc, en deux mots, deux choses à faire si on ne les vend pas. Un, les laver. Deux, les cacher. Et après, un petit conseil, c'est mieux de les mettre dans une pièce et les enfermer à la clé, de cacher la clé, comme ça, tu n'as aucun risque d'utiliser ces kelim-là pendant Pessah. Ok, ça, c'est Aleph. Maintenant, Bet. Enfin, c'est pas celle-ci, Vav, mais deuxième point que je voulais rapporter ici. Et après, on va voir Bezrat Hashem du principe et comment concrètement cachériser notre cuisine pour Pessah. Même qu'on a dit qu'on essaie de moins cachériser possible, même les chassidim en général ne cachérisent pas du tout, mais des fois c'est compliqué, des fois on peut être confiné, des fois on ne peut pas acheter, alors il faut au moins savoir la halakha et aussi ça peut nous servir pour autour de nous déjà. Une personne déjà qui n'a pas la capacité, la possibilité, les moyens d'acheter un four pour Pessah ou la vaisselle pour Pessah, au moins qu'il sache la halakha, et aussi ça peut nous aider pour aider autour de nous. Donc on continue. Seivav le Shulchan Aruch nous dit comme ça. כל כלי חרס שנשתמש בו חמץ וחמין שהיה צועדת בו, בעניין שכיוצא בו בשאר כלים צריכים עגלה, אבל כלי חרס אין לו תקנה על ידי עגלה. שהתורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מידי דופיו, פירוש גיהול הנבלע בו לעולם, אפילו יגיד לנו כמה פעמים. Qu'est-ce qu'il nous dit le Shulchan Aruch? Nous dit comme ça, que tout kli cheres, c'est-à-dire tout ustensile en argile, malgré que si jamais
il y avait un issour qui aurait été avalé dans un autre keli qui était fait en métal, dans un autre matériel, d'accord, une autre matière, étant donné que c'est un cliché, c'est un clé en argile, il est incachérisable. Parce que la Torah nous a dit que ce clé-là, il est boléa, il avale, mais il n'est pas polette, mais il ne rejette pas. Et comme il ne rejette pas, donc forcément, ben, je peux le cachériser autant que je veux. Le issou reste à l'intérieur de lui, il ne ressort pas. Et il nous dit, même s'il il va cachériser, il va verser de l'eau, il va faire bouillir de l'eau dedans plusieurs fois, elle a leolam polet hu meat meat. Il rejette un petit peu. Bechol agala, c'est vrai. Veikar giula balua betocho et niflat. Mais concrètement, l'essentiel, il rejette un tout petit peu. Mais l'essentiel, il garde pour lui. Un peu égoïste, il garde tout pour lui. אינו נפלט ממנו לגמרי וכשיבשלו בו היתר אפילו אחר כמה עגלות יפלוט מעט מהבלוע et à ce moment-là lorsqu'il va maintenant faire cuire du éther dedans même après plusieurs agalotes il flotte מעט מהבלוע il va toujours un petit peu rejeter de ce qu'il a avalé et il va donc être aussi le contenu שבתוכו לתוך התבשיל והיכן העידה תורה כך גם בכלים הבלויים מנותר שאמרה תורה וכלי חרס אשר תבושל בו יישבר מכאן שאין עגלה מעולת לכלי חרס. Donc remarquez que par exemple que kli cheres jvirato zeu takanato, on l'avait mentionné l'autre fois aussi par rapport au mikvé, que jvirato zeu takanato et donc automatiquement on sait très bien qu'il n'avale et qu'il ne ressort pas et automatiquement il n'y a rien à faire, il est incachérisable. Un autre halakha, comme vous voyez, je laisse la place pour une autre halakha, mais je n'ai pas eu le temps de la mettre. Veim eino yachol le'avir achaluda. Maintenant, il y a un autre point que le Shulchan Aruch nous apporte là-bas, c'est qu'il faut aussi faire attention de bien nettoyer de manière d'enlever la chalouda. Déjà, avant ça, j'aimerais rajouter un détail qu'on le verra aussi après, mais étant donné qu'on a parlé de Kli Cheres, donc je vais le mettre quand même maintenant, c'est que le Shulchan Aruch nous dit comme ça, après le lien de Kli Cheres qu'on a vu en Seivav, il nous dit que si maintenant, eh ben la seule manière de faire un Kli Cheres, c'est vraiment de le remettre, vraiment de le faire un liboun, vraiment de le brûler totalement. Mais étant donné qu'en le brûlant, il risque de se casser, à ce moment-là, étant donné qu'il est chas alav, c'est-à-dire qu'il est la pitié de lui, il a peur qu'il se casse, il n'est pas cachérisable. Parce que si tu fais une action pour cachériser un cli, mais tu ne le fais pas comme il faut, parce que tu as peur de l'abîmer, alors on te dit, les khatrila, tu sais quoi, ne cachérise pas, incachérisable et c'est tout. Et de là, on va apprendre aussi d'autres klalim. Mais en tout cas, un autre point qui est important, c'est que lorsqu'on cachérise, il faut d'abord retirer la chalouda. C'est quoi la chalouda? C'est toutes la rouille, les traces de rouille et les saletés. La chalouda, c'est la rouille, d'accord, qui serait collée sur le keli. Alors, il me dit comme ça, Shulchan Aruch. Si maintenant il ne peut pas enlever la chalouda, ou bien parce qu'il a, comme on a dit, il est un peu paresseux et il ne veut pas se fatiguer pour retirer les traces de chalouda, c'est-à-dire les traces de rouille, il mettra donc des braises brûlantes à l'endroit de la chalouda, במקום שכנגד החלודה יהיה היד צולדת בו מחמת שנתלבן הכלי מן הגחלים, שאז בוודאי נסחף כל ממשות איסור שתחת החלודה. Il nous dit quoi? Il nous dit qu'en vérité, si maintenant une personne a une chalouda, on dit qu'on doit nettoyer le chalouda, on doit retirer toute la rouille. Mais une personne maintenant a du mal, par exemple, il a paresseux, il n'a pas le temps, il n'arrive pas, à ce moment, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit brûler là-bas, il doit mettre des braises sur l'endroit de la rouille, de manière à ce qu'en touchant l'autre côté, le doigt se brûlerait. Et à ce moment-là, c'est un signe que tout ce qui est entre le doigt et le feu a été brûlé. Le issour inclus évidemment. Mais Vea Olam et le monde, c'est-à-dire, nous avons l'habitude de faire plus que ça et de Vea Olam Na'agu la'achmir la'ashot ha'gechalim kol kach ala chaluda ad she'yeh kash o chut nischaf mitzad hasheni. Et le monde a l'habitude de faire quoi? De brûler tellement grand, de chauffer tellement, à tel point à ce que si on mettrait un épi de blé, d'accord, de la paille, ou bien un fil de l'autre côté, à ce moment-là, le fil se brûlerait. D'accord, donc c'est un niveau supplémentaire. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi je rapportais ça? Parce que c'est quelque chose qui est très important. Souvent, lorsqu'on a un cli, on a de la rouille sur le cli, d'accord, ce qui est par exemple dans les manches, etc., on a de la rouille. Alors maintenant, des fois, on arrive à l'enlever, des fois, on n'arrive pas à l'enlever. Là, qu'est-ce qu'il nous dit le Shulchan Aruch? Même si c'est un cli, tu dois faire agala dessus, et que donc la agala, pour faire agala, donc pour cachériser le cli avec de l'eau chaude, encore une fois, agala, c'est avec de l'eau chaude. Liboun, c'est avec le feu. Directement, je prends un chalumeau et je brûle. D'accord? Donc, il faut bien se rappeler ça. Liboun,
c'est je brûle avec un chalumeau. Agala, c'est avec la force de l'eau. Si maintenant j'ai de la rouille, je suis obligé d'enlever la rouille. Si je n'arrive pas à l'enlever, je peux tout simplement, à part la Agala et avant la Agala, brûler déjà avec le chalumeau l'endroit de la rouille, de manière à ce que je sais que tout a été brûlé à l'intérieur. Et comment je connais la température suffisante? Alors, le Mikaradine, c'est quoi? C'est de mettre le doigt de l'autre côté pour voir si c'est chaud. À tel point, si je l'enlève directement, c'est brûlant. Je sais que le moment est arrivé et que c'est considéré liboun. Ce n'est pas appelé liboun chamour. Après, on verra après qu'il y a deux libouns. Il y a liboun kal, liboun chamour. Ça s'appelle liboun kal. Ça veut dire que c'est un liboun premier degré. D'accord? Mais il dit que le lame, son oreille, le minac, c'est quoi? C'est tellement chaud à tel point que si je mets un épi de blé ou bien donc de la paille ou bien un fil, il se brûlerait de la chaleur, d'accord, du chalumeau qui est de l'autre côté. D'accord, donc j'ai la paroi, d'accord, de la paroi, on met le fil d'un côté et je brûle l'autre côté de la paroi et je vois si c'est assez chaud. Donc, d'accord, donc en deux mots, lorsque j'ai un clic qui a de la rouille, à part, je dois faire un gala dessus, ce que je dois faire avant, si j'ai de la rouille que je n'arrive pas à l'enlever, c'est de faire donc le liboun et de brûler, comme on l'a dit. Maintenant, on va amener quelques règles très essentielles, très importantes par rapport au Inyan de la Arshat Kelim. Vous pouvez noter, c'est vraiment très important, c'est juste à la Khalema assez. Alors, on va commencer. Déjà, nous avons une question. Quand on voit un kli à kachériser, on a une question. La question, c'est le principe, la règle de base, c'est kebolo karpolto. C'est-à-dire, il faut d'abord que je me dise kebolo karpolto. Qu'en vérité, je peux retirer, je peux kachériser le keli, mais ça va être uniquement de la manière dont il a été rendu assourd. Ça peut être que ce soit basar bechala, que ce soit un issou, que ce soit le chametz, c'est le même inyan. Kebolo karpolto, c'est le cas. Il faut faire attention à ça, ce principe-là. D'accord? Donc, il va falloir que je repère de quelle manière le issour est rentré dedans, afin que je sache de quelle manière le faire sortir. Après, on va plus élargir Bezrat Hashem. Là, maintenant, donc, concrètement, ça veut dire quoi? Le chimouche du kli. Il était fait comment? Si par exemple, il était fait avec du feu, est-ce que par exemple, comme on l'a dit, on a demandé l'exemple de la Maseret Avodah Zarah, par exemple des brochettes, forcément, il n'y a pas d'eau. Donc, la broche, donc le métal a absorbé du issour directement par la force du feu. D'accord? Quand on parle des brochettes, ou bien un exemple très concret des plats qu'on met dans les fours. Oui, toutes sortes de plats qu'on met dans les plats, les tavniotes, ce qu'on appelle ces tavniotes en français, j'ai oublié. C'est où on fait cuire dessus. Donc, les plaques du four, tout simplement, les plaques du four, ou bien les moules dans lesquels, par exemple, on va faire cuire des gâteaux. D'accord, donc ça, c'est directement par la force de la chaleur, étant donné qu'en général, on ne cuit pas de choses dedans qui sont humides, d'accord, mais le contact qu'il y a avec cette plaque, c'est directement par le issour en soi. Et chez nous, le chametz, quand par exemple on va faire des chalotes dans le four, ça touche directement la plaque. Et ou bien, donc on va devoir opérer ça carpolto pour essayer de le catégoriser, pour le catégoriser dans le bon, on va dire dans le bon hercher, si liboun ou agala. Ou bien, ça peut être aussi shimouch akli, par exemple, avec de l'eau. D'accord? Avec de l'eau. Donc, ça peut être comme par exemple, et là aussi, on va devoir différencier entre kli rishon et kli sheni. Alors, un exemple. Ou bien, on va être un peu plus chad. Entre kli rishon, shal gabé haesh, et un kli rishon ou kli sheni qui sont en dehors. Comme par exemple, j'ai par exemple une passoire, ou bien j'ai une louche de la soupe. D'accord? Donc, je mélange ma soupe, on va dire, qui est chametz, un exemple, donc du chametz dedans. Par exemple, j'ai une soupe aux pâtes, par exemple, que je vais mélanger avec ma louche. Et forcément, donc, j'ai le issour est rentré dans ma louche, pas simplement par la force de l'eau chaude, mais par la force de l'eau chaude qui est sur le feu. Donc, c'est klirishon chez Al-Gabaesh. D'accord? Pareillement aussi par rapport à la marmite ou la casserole en soi. Ça peut être comme de l'eau ou bien de la friture, c'est aussi de l'eau. D'accord? Lorsque c'est une grande quantité d'huile, donc c'est aussi du liquide. Donc à partir du moment où j'ai ma marmite, cette marmite-là, elle a été imprégnée du issour par le kli rishon qui est al-gabaesh. D'accord? Ça peut être aussi sakoum. Sakoum, c'est couteau, fourchette. D'accord? Donc toutes les. D'accord? Donc couteau, fourchette, cuillère, etc. D'accord? Donc là, en général, couteau, fourchette, etc. C'est vrai que si je touche avec un aliment chaud, mais en général, c'est un aliment chaud quand il est sorti du kli rishon et qu'il est rentré dans le kli sheni. Mais après, je rentre de ce côté, c'est d'avar gouche.
que le davar gauche, des fois, il a dit les richon, donc je vais planter par exemple ma pomme de terre dedans pour savoir c'est quoi le din. D'accord? Donc aussi par exemple des assiettes ou bien simplement un verre de thé, un verre de café, d'accord? Quelque chose qui me sert à quelque chose de chaud. Donc il va falloir en deux mots que d'abord que je regarde chaque chose et je vais devoir donc les trier pour savoir dans quelle catégorie de archara placer. D'accord? Donc ça, c'est première chose à faire afin de savoir Kebolo Karpolto. Deuxième question qu'on va devoir se poser, c'est quoi le Rov Tashmish? Parce que vous allez me poser une question très simple. Vous allez me dire, attendez, c'est vrai que par exemple, des fois j'utilise ça à sec. Un exemple très classique, vous avez votre table, votre plan de travail à la maison. Votre plan de travail, j'imagine qu'il est Hametz. Bon, c'est évident qu'il est Hametz, on va dire, j'imagine. Mais concrètement, il est Hametz. Mais la question de par quelle force il est Hametz. Des fois, vous allez me dire, bah, simplement, je verse des fois du bouillon. Des fois, il y a un peu de bouillon qui coule ou quoi que ce soit, quelque chose d'humide qui coule, quelque chose de mouillé. D'accord? Ou bien, je veux dire, oui, mais aussi, des fois, par exemple, on pose la chalotte chaude, un gâteau chaud ou bien une pizza chaude sous le plan de travail directement. Et là, c'est le Hametz, c'est avec dans le plan de travail directement par la force de la chaleur. D'accord? Donc, j'ai toutes sortes de choses que je pourrais me poser. La question, c'est qu'est-ce que je fais? Si maintenant, j'ai une minorité de cas que j'utilise pour pour telle chose et une majorité de cas que j'utilise pour autre chose, qu'il y a une différence. Alors, d'après le paradigme, on va d'après la majorité d'utilisation. Si la majorité d'utilisation, c'est avec la force du feu, à ce moment-là, c'est des boules. Si maintenant, c'est la majorité, c'est avec la force de l'eau, à ce moment-là, je dois faire agala, mais que de temps en temps, j'utilise aussi sans eau. D'accord? On va d'après le Rov chez Moucho. Et par contre, le Ramo, lui, et les Chabad aussi sont mahmir et disent qu'on est aussi mahmir comme on est chochesh même au miout, même à la minorité d'utilisation. Et c'est pour ça que dans un cas pareil, je vais devoir cachériser et être chochesh même au miout. En d'autres termes, si maintenant vous avez une fois posé quelque chose à sec, chaud à sec, d'accord, même une fois, on est chochesh à ça et il va falloir cachériser Biliboun, même que dans la majorité des cas, vous utilisez avec, vous êtes on va dire le plan de travail ou le Keli a été nécessaire avec la force de l'eau. D'accord? Donc, au niveau de l'après Shulchan Aruch, on va le Rav Shimouch, d'après le Ramo, aussi les Chabad sont poussés comme le Ramo, dans ce cas-là, on va essayer de rechercher au mi-out Shimouch, même à la minorité du Shimouch. D'accord? Donc, deuxième point à vérifier. Donc, premier point, de quelle utilisation on a eu? Premier point. Deuxième point, c'est quoi? Est-ce que c'est Rav Shimouch ou pas? Et d'après le Ramo et le Chabad, on ne fait pas attention à ça. Même d'après le mi-out Shimouch, on est mahmir comme ce qui est le plus mahmir. Maintenant, troisième point, il va falloir faire attention, c'est de quelle matière est conçu ce keli. Parce qu'il y a, comme on a vu très bien l'exemple, de klicheres en argile qui n'est pas cacherisable. Donc, en deux mots, malgré, à part le fait qu'on a ce principe qui est holocarpoloto, il faut rajouter aussi de quelle matière ce keli est. D'accord? Si c'est en pierre, en marbre, ça peut être du bois, ça peut être toutes sortes de choses, une aérostat, de l'émail, etc. Porcelaine, verre, plastique. On en parlera tout ça après, Bezrat Hashem. D'accord? Dans quelle matière ce keli, d'accord, est fait? Et encore un point qui est important, est-ce que vraiment je vais les cachériser ou bien c'est une matière que je pense qu'il ne va pas tenir? Un exemple, on a parlé du kheres, on peut parler aussi d'autre chose. Vous avez par exemple un ustensile en plastique. En plastique, aujourd'hui, on a toutes sortes de plastique. On a évidemment le plastique, jetable, évidemment, la question ne se pose pas, il est jetable. Un kili plastique qui est plus épais, ça peut être des boîtes de rangement, ça peut être des saladiers, etc. en plastique. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux cachériser ou pas? Alors, à part la question de la matière, est-ce qu'elle est cachérisable ou pas, on le verra après, je peux aussi poser la question, peut-être qu'en cachérisant, je risque de l'abîmer. Ah, et si on ressent ce sentiment-là, alors on ne le cachérise pas. Pourquoi? Parce que, étant donné que je suis chas, j'ai pitié de ce keli, j'ai peur de l'abîmer, on revient à l'exemple du klicheres qu'on a apporté, étant donné qu'on est chas, qu'on a pitié de ce keli, on a peur de l'abîmer, les chaim ont dit, il n'est pas cachérisable. Et c'est la même chose pour tout. Si j'ai un plan de travail, que j'ai peur de l'abîmer, à ce moment-là, on ne le considère pas cachérisable. De la même façon aussi pour les tôles et les plats qu'on a dans le four. Si je dis par exemple que c'est fait à sec, et étant donné que c'est fait à sec, comme par exemple les chalotes que je mets sur mes plaques, et à ce moment-là, pour le cachériser, il va falloir que je fasse liboun. Après, on parlera aussi du four pyrolyse, etc. C'est intéressant. Et après, je vais faire liboun, mais je sais que si je fais liboun, toutes mes plaques vont se déformer. À ce moment-là, ils ne sont plus cachérisables juste pour même que j'ai la capacité de le faire, mais étant donné que j'ai peur de les abîmer, les charaïm considèrent ça comme quelque chose de plus cachérisable. D'accord? Donc c'est aussi un détail qu'il faut faire attention que des fois on oublie. Donc, maintenant, venez, on va lire et regarder un petit peu.
Déjà, la différence qu'on a entre la Hagala et le Liboun. La Hagala, on l'a rapporté aussi plusieurs fois dans les Shiurim de Smicha, la Hagala, elle est là pour faire sortir le Issour, d'accord, pour retirer le Issour, et le Liboun par le feu, il brûle le Issour de l'intérieur. Alors, c'est la différence entre les deux. Maintenant, Hagala, comment on fait une Hagala? Donc, comme on l'a rapporté, on a en haut, donc venez regarder dans le tour de colonne de droite, on a ce qui est à froid, ce qui peut se rincer à froid, ce qui peut donc être nettoyé à froid. On a ce qu'on doit faire à Gala, on a dit c'est par la force de l'eau chaude. C'est quoi à Gala? Donc venez on lit, c'est Agala, c'est Betor Klish à la Hesh, ou bien la Agala, c'est de faire, de cachériser dans une marmite d'eau bouillante, d'accord, qui est sur le feu. Ou bien, on a une deuxième façon d'Agala qui est connue, c'est aussi le fait de verser de l'eau chaude et passer aussi une pierre brûlante. Et troisième point, c'est de verser de l'eau sans pierre brûlante. Alors, c'est quoi la différence entre ces choses-là? C'est quoi une agala lorsque j'ai dans une bétor cli chez Al-Gabeaï? Ça veut dire quoi? J'ai une marmite, on verra après comment on fait ça concrètement, mais c'est important de comprendre le concept. J'ai une marmite. Dans ma marmite, maintenant, je dis que je dois cachériser dedans des kilim qui ont été utilisés, comme on dit, de la même façon. Par exemple, j'ai ma louche. Ma louche, je sais très bien que cette louche-là, elle a été utilisée pour remuer ma soupe Hametz et qui était sur le feu. Donc, minimum, ce que je peux faire, c'est de la cachériser de la même manière qu'elle a été rendue Hametz. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois la faire tremper dans de l'eau bouillante qui est sur le feu. D'accord? Si je parle par exemple d'un autre Kelly, ça peut être un Kelly qui par exemple il est moins en contact avec le feu, qu'il est par exemple que dans une assiette, par exemple en chenille, à ce moment-là, peut-être que je n'ai pas besoin d'arriver jusqu'à là-bas. Pourquoi? Parce que concrètement, cette assiette-là n'arrive pas jusqu'au feu. Encore des fois, on a de vargouche, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, lorsque j'ai cette marmite-là qui est sur le feu et que j'ai par exemple une louche qui a été rendue Hametz par la force du feu, qui est donc la marmite de eau chaude sur le feu, je dois la cachériser de la même façon. Mais ça, c'est bien quand j'ai des petits kélim. J'ai par exemple des marmites, des casseroles. D'accord, on verra après aussi quand la casserole est trop grande, comment on fait pour la cachériser. Mais comment je fais maintenant avec mon plan de travail, avec ma table? Des fois, ma table, par exemple, la salle à manger, j'ai par exemple faire celui du Hametz et me prendre une table et la mettre dans une marmite, c'est pas forcément d'accord, très concret, c'est pas métier comme on dit. D'accord, c'est pas possible. D'accord, je peux mettre aussi, d'accord, donc ça, c'est quelque chose qui est impossible à faire. Je prends ça mon plan de travail, que ce soit. D'accord, j'ai des choses qui sont impossibles, je n'ai pas la possibilité de venir et de prendre ça, de le mettre dans le feu. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer, d'accord, à ma façon, cette chose-là qui s'appelle la gala betorli shagabeaesh. Et c'est pour ça que qu'est-ce que je fais? Par un exemple, je prends mon lavabo, d'accord, mon évier. C'est bien beau qu'il y ait l'évier, je dois cachériser. Mais concrètement, des fois, j'ai pu poser des choses dessus qui sont vraiment chaudes, pas chaudes, comme le Kriyash Gabeaesh. Alors, je n'ai pas la capacité de prendre, c'est pas la possibilité de prendre l'évier et le mettre dans le feu, dans la marmite d'eau bouillante. Ça ne rentre pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va passer quelque chose de chaud dessus, c'est-à-dire qu'on va verser de l'eau bouillante et on va passer parallèlement avec quelque chose qui est chaud, ou bien une pierre chaude, c'est comme ça s'appelle à l'époque, mais aujourd'hui, on peut faire ça facilement avec du métal chaud, par exemple un fer à repasser, des branchets de préférence, un fer à repasser, ou bien un exemple, ça peut être une spatule par exemple que je mets sur le gaz, sur le feu, de manière à ce que ça chauffe très fort, de manière à ce que quand je vais passer l'eau avec, ça va être considéré comme si que je fais bouillir l'eau maintenant sur le feu parce que le fer est tellement chaud qu'il va refaire bouillir l'eau dessus, d'accord, sur mon plan de travail. Donc ça, c'est Irouille et Even. Ou bien, on avance Irouille. C'est quoi Irouille? C'est par exemple lorsque je veux cachériser quelque chose de Klirichon. Je n'ai pas besoin d'Algabeaesh. Klirichon, un exemple. Si par exemple, j'ai on va dire par exemple pour les Sfaradim qui vont après le Rov Tashmish, le Rov Shimusho, donc j'ai mon plan de travail en général, c'est des choses, si je dis que la majorité, c'est des choses qui se renversent, par exemple des soupes qui se renversent en général, des sauces qui se renversent, à ce moment-là, je peux aussi verser de l'eau chaude pour cachériser. D'accord? C'est Irouille, c'est Kevolo Karpolto. Donc ça, c'est bien de la gala. Maintenant, c'est quoi l'iboun kal? On l'a déjà mentionné. Maintenant, l'iboun, il peut nous servir d'agala. C'est-à-dire une personne qui ne peut pas casser cette affaire à gala, il a un chalumeau, il veut faire tout brûler. À ce moment-là, il peut faire l'iboun. Et l'iboun kal, ça suffit pour rendre quitte la gala. Je n'ai pas besoin de faire l'iboun khamor. L'iboun kal, ça me suffit. C'est quoi l'iboun kal? Comme on l'a dit, c'est
ou bien, comme dit l'Admorazaken, Mekaradin, c'est de toucher de l'autre côté que c'est sur les deux bords, ou bien Nagu Aolam, comme il dit, de mahmir et de faire tellement chaud de manière à ce que si je mets de la paille ou bien un fil de l'autre côté de la paroi, ça se brûlerait. Ça, c'est l'Ibn Kal. Maintenant, on a l'Ibn Khamour. L'Ibn Khamour, c'est quoi? C'est ou bien Ashtasur Klipator, ou bien que là, la croûte, on va dire, l'enveloppe s'épluche un petit peu. D'accord? On voit donc qu'il y a une petite épluchure qui tombe du clé, ou bien qu'il y a des étincelles qui sortent. Aujourd'hui, essayez de faire ça. Vous allez peut-être vous restez longtemps. En général, vous ne verrez pas d'étincelles, parce qu'aujourd'hui, les matériaux sont un peu différents. D'accord? Le métal est travaillé un peu différemment. Mais en deux mots, c'est l'Agdara. On verra après c'est combien de degrés. D'accord? Mais en tout cas, c'est l'Agdara. L'Ibn Khamour, c'est jusqu'à ou bien que il y a une écaille qui s'épluche, ou bien que Nitzutzot, ou bien que nous avons des étincelles qui surgissent tellement que l'objet est chaud. Maintenant, on va donner un petit exemple. J'ai mon évier. Ça, c'est la première chose que j'ai. Et après, j'ai aussi ma table. Qu'est-ce que je dois poser comme question? Premièrement, c'est quoi Shimusho? C'est quoi Kavolo Karpolto? Je dois essayer de faire ça. Quel est le Shimush de l'objet? Est-ce que je le fais à sec? Est-ce que c'est par la force de l'eau? Est-ce que des fois, d'après les Ashkenazim et après les Chabad, est-ce que des fois, je le fais aussi que à sec par la force donc de la sans eau? À ce moment-là, j'ai besoin de l'iboun. Ça, c'est la première chose. Et aussi, Klirishon, Klisheni, etc. De quelle manière? Deuxième chose la question que je dois me poser, c'est évidemment la matière. Est-ce que si par exemple mon évier est en Irosta ou bien il est en porcelaine, d'accord, il faut voir d'accord, ou bien il est recouvert de mailles, il faut voir de quelle matière il a été fait. Ma table, est-ce que ma table c'est du bois? Est-ce que ça peut être autre chose? D'accord, donc est-ce que quelle matière est cacherisable? L'autre question qu'on va se poser, que je n'ai pas encore mentionné, c'est l'un des zdakim. Zdakim, ça veut dire que c'est des fentes qui se font. Souvent, on voit ça dans certains marbres, on peut voir ça dans les tables en bois. D'accord, qu'on a des fentes qui se font et à ce moment-là, la gamme ne va pas suffire. Et quatrième question qu'on va poser, est-ce que c'est khas, alav? Est-ce qu'on aura pitié de le cachériser de cette façon? D'accord? Donc, c'est les différentes choses qu'on se pose en question. Et ensuite, si par exemple, je vois par mon évier, je dis en général, c'est fait avec de l'eau. Je ne crains pas que j'ai mis des choses dessus. Bon, alors ça me suffit de le nettoyer, de le cachériser avec de l'eau chaude. Je vois par exemple que c'est bon, on va dire que c'est fait en métal, donc c'est bon, c'est faisable. Il n'y a pas de zdakim, il n'y a pas de crevasse, de fente, ça va. Khasalav, non, je n'ai pas pitié, je te cachérise comme il faut. À ce moment-là, je peux cachériser. Vous voyez, donc on essaie de poser ces questions-là. Maintenant, j'ai apporté de Machon la technologie la halacha, de leur revue, quelque chose d'intéressant. Eux, c'est un Machon qui vérifie énormément de choses très intéressantes de tout ce qui est technologique. Donc, si vous voulez vous abonner, je pense à leur newsletter ou leur Koftim, c'est très intéressant. C'est celui qui veut, je dois leur mettre quelque part pour s'inscrire. En vérité, eux, ils étudient on va dire, chaque clé comme ça qui a à voir avec la technologie, que ce soit même en passant même par exemple, il y a aussi par exemple la Malik Shabbat, qui vérifie, il y a toutes sortes de choses qui vérifient. Et une des choses évidemment qui ont vérifié, c'est comment cachériser toutes sortes d'équipements alors qu'aujourd'hui on utilise. Et une des questions qui se pose évidemment, c'est est-ce qu'on peut se fier à la cachérisation de la pyrolyse? D'accord? Est-ce que c'est possible de cachériser avec ça? On a souvent tendance à dire que évidemment c'est cachérisé et pas seulement c'est cachérisable, c'est quelque chose comme l'ibun chameau. Alors venez, on va voir des petites notes qui nous disent. Alors, Ramat, bon, évidemment, j'ai coupé un petit passage qui était intéressant. Évidemment, c'est un long amar. Donc, ok. Alors, venons, on va lire ça en hébreu. חברות התנורים מסוג זה מפרסמות בדרך כלל כי התנורים מתוצרתם מגיעות בתוכניות הניקוי הממושכות לטמפרטורה של כ-500 מעלות צלזיוס. Ça veut dire qu'en finalement, il y a en général, chaque compagnie qui vend un four à pyrolyse prétend que le four peut arriver à 500 degrés. D'accord? Donc maintenant, eux, ils vont vérifier. Ils vérifient est-ce que oui ou non, ce four arrive à 500 degrés. Pourquoi c'est important de savoir? Parce que nous, après, on va bientôt découvrir c'est combien de degrés le liboun chamour et savoir est-ce qu'on peut cachériser un four finalement avec liboun. Mais avant ça, je vais vous poser une question. Pourquoi demander de cachériser un four avec liboun chamour?
Pourquoi? Des fois, le liboun, des fois, des fois, le liboun, il n'a pas besoin d'arriver jusque-là, on peut peut-être faire la galade aussi, on peut simplement faire de l'eau chaude, ou bien que bolo carpolto. Alors, c'est vrai. Alors, des fois, des fois, il peut y avoir aussi les matériaux qui sont un peu différents, qui peuvent nécessiter un liboun, et aussi, comme par exemple le klicheres, un derer, mais aussi, par exemple, par rapport aux plaques. On a dit que les plaques, si c'est fait à sec, on a besoin de faire un liboun. La question, c'est si maintenant je vais prendre les plaques, je vais les rentrer dans le four, est-ce que c'est considéré comme l'iboun chamour si je mets la pyrolyse ou bien non, bien les plaques, étant donné qu'ils ont été en contact avec mes chalotes, donc forcément absorbés du issour de chamet sans eau, ils ont besoin de l'afka de lui faire l'iboun. D'accord? Donc est-ce que le pyrolyse est considéré comme l'iboun? Alors eux, ils disent qu'on prétend en général, les compagnies prétendent que la pyrolyse arrive à 500 degrés. Il a dit, mais de notre expérience, notre expérience, il dit, avec notre expérience, on a vérifié que finalement, c'est impossible de se fier à ce que les compagnies prétendent. Al-Ramat, la température, shehem agiem elea betochnit hanikoui ha'atzmi al-mushechet. D'accord? Qui prétendent que lorsqu'on va faire cette nikoui atmi, c'est-à-dire la pyrolyse, on arrive à 500 degrés. degrés. ולמרות שהפרסומים מדברים על חום של 500 מעלות צלזיוס ולמעלה מכך, הרי שבבדיקות יסודיות שערכנו, בדגמים שונים של חברות שונות מצאנו כי אף תנור לא מגיע לרמת חום שכזו בדפנות התנור ובחלו הפנימי. On a vérifié que de plein de compagnies, et aucune d'entre elles n'est arrivée à 500 degrés. Ils ont fait leur recherche, ils ont mesuré, ils ont vu que les tfanotes, c'est-à-dire que les parois du four, ainsi que l'espace du four, donc le four même, n'arrive pas à 500 degrés. Itachen, alors il dit c'est possible, c'est possible que donc ce qui chauffe, oui, les fers qui se chauffent derrière les coulisses, derrière les parois, arrivent elles à 500 degrés. Mais par contre, elles ne causent pas que le four même, que la chaleur du four même arrive et chauffe les parois à 500 degrés. Donc c'est possible que le gouffrimum, d'accord, c'est-à-dire des plaques qui chauffent à l'extérieur, donc dans les parois, derrière les parois, arrivent elles à 500 degrés, mais en tout cas, hein, les parois même n'arrivent pas à 500 degrés, ni même le halal, l'espace du four. אשר בהרבה מהתנורים רמת החום שבהם מגיע לכל היותר ל-420-430 מעלות ותו לא. Il dit que la majorité des cas, ça n'atteint pas plus que 420-430 degrés. Donc c'est ce qu'ils ont fait, donc le Machon technologie la halakha, c'est ce qu'ils ont découvert. Alors il dit caché omnam, si on est ici dans le deuxième partie, caché omnam ligvoa bevadaout ki chom zein nachshav v'kilimun chamour. Il dit maintenant à combien c'est considéré limun chamour? C'est possible que déjà à 420, 430, c'est déjà considéré les bons chamour. Mais il dit que c'est difficile d'affirmer que 420, 430 degrés, c'est suffisant pour faire un libun chamour. L'archar al pesach, adaouch l'archar al pesach, chez le tanour, chez Ofibo, mine maafi et veshim chez le chamez et meshach kol hashana. C'est un peu dur de dire que c'est impossible de certifier que 420, 430 degrés, ça a plein les bons chamour pour cacher c'est faux. Les dates, nous dit, mais c'est notre point de vue à nous. Selon les vérifications qu'on a fait, avec tous les professionnels avec qui on s'est conseillé, ils disent que pour que ça considère les bouns chamour, il faut minimum 450 degrés. Donc, vous pouvez noter ça. On a parlé maintenant de l'ibun chamour avant, c'était quoi? C'était de chauffer à tel point qu'il y avait ou bien des étincelles qui sortent, ou bien qu'il y avait une épluchure qui se décollait. Mais concrètement, aujourd'hui, en mots concrets on va dire de nos temps, ça correspond, eux, ils disent à 450 degrés. Mais ils disent que concrètement, avec la vérification qu'ils ont fait, les fours pyrolyse n'arrivent pas plus que 430, 420, 430 degrés, ce qui donc n'arrive pas à 450 degrés qui sont nécessaires pour faire les bons chamour. Encore un petit passage. Imzot, malgré ça, Mishum Chuma de Pesach, ou le Bachad de Milta, va me la tâter Mikot Sel, Selo, Shel Safek, Tanoura, Pyrolyte, Shinif Découvre, je crois, Yadenu, le Shimush, le Pesach, MR, Vera, Kael, Shefi, Abdikot, Aïsodiot, Sharach, Ubahem, Ligilinu, Kihem, Atzlichim, Lagia, ולו בדקות ספורות במשך תהליך הניקוי הממושך עד לרמת טמפרטורה
Il dit, mais nous, ils disent eux-mêmes, ils ont fait tout un tableau que je ne vais pas apporter aujourd'hui. Si vous voulez, je peux le retrouver, je vous l'enverrai, Bezrat Hashem, si ça vous intéresse. Un tableau qu'ils ont eux-mêmes vérifié quelle compagnie arrive, eux, oui, à la température nécessaire qui est considérée comme les Hamour. Et eux, ils ont certifié pour la Khumrat Pessah, pour être tranquille, de au moins entre 470 et 480 degrés dans le four. Mais ils disent que la majorité des fours arrivent maximum à 420 ou 430 degrés, malgré qu'eux, ils prétendent que leur four arrive à 500 degrés. D'accord? Ce qui est faux selon leur dicote, selon leur test qu'ils ont fait sur ces fours-là. Alors maintenant, il fait une petite parenthèse. Kanamakom letzayen ki yishnam shmuot ba'al peh al hatzorot kaviachol betemperaturot chom shel 800 ma'alot letzorech libun chamur. Il dit, mais voilà qu'on entend souvent qu'on a besoin de 800 degrés. Alors on dit 800 degrés, donc il dit comment nous on arrive à 470 degrés alors que certains disent qu'il faut 800 degrés. Il dit non, c'est une erreur. Il dit c'est impossible de chauffer, à moins dans des cas extrêmes et spéciaux particuliers, dans un laboratoire spécial, on n'a pas la capacité de faire tenir des métaux sous cette chaleur-là, les métaux courants. Alors on dit d'où ils ont sorti ces 800 degrés. Alors on dit, mais Coran, c'est le Shmuot Alou, Betaout, Hamura, Veisodit, chez l'attaquat, Oraot, Al-Khatiyot, chez Posca, Al-Acham, Efusay, Varsat-Abrit. Sham, Shtamshim, Mdida, température, Chom, Bemalot, Fahrenheit, Velo, Bemalot, Celsius. Oui, on sait très bien qu'en Amérique, en France et ou en Israël, ça c'était quoi, les Fahrenheit et Celsius, d'accord, ce sont deux complètement sortes de façon de calculer la chaleur. Mais eux, là-bas, ils ont dit 800 degrés Fahrenheit, ce qui correspond. Alors, eux et ceux qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas exactement ce que c'est Fahrenheit, qui pensaient que c'était Celsius, ils ont dit qu'il fallait faire 800 degrés Celsius, d'accord, ce qui était en vérité la mesure américaine, et donc, tout simplement, il fallait un peu plus de culture générale. Donc, en deux mots, c'est de là-bas où venait l'erreur de ceux qui disent qu'il fallait 800 degrés, mais il dit concrètement, en Karch, à Mashmout, à Metish, température azor, et Arba, Meot, Esrim, Chamesh, Malot, Celsius, Pachot, Meramat, Achom, Edresh, Taliadenu, Shem, Ibn Chamo. Il dit que concrètement, ça correspond à 425 degrés, qui est en vérité même moins de ce que nous on demande. Donc en deux mots, eux, d'après le Machanatachnologie Halacha, ils disent que pour que ça soit bon et kasher, c'est-à-dire que ça soit pour ça que ce soit comme il faut, à ce moment-là, il faut absolument faire un liboum, mais ce liboum-là doit arriver à 800 degrés, ce qui en général est peu commun dans un four. Je dis quoi, à 800 degrés? Non, à 450 degrés, ce qui est peu commun pour un four. Et donc, forcément, une personne qui a un système pyrolyse doit faire très attention à ce que mamash, son four correspond à la halacha et se renseigner comme il faut pour voir si, évidemment, ça répond à la demande de la halacha. Ok. Alors maintenant, on va, votre permission, évidemment, on va réciter quelques halachot. C'est bon, je vais voir tout le monde. Petite seconde, je mets ça en place. Vous êtes là, super. Ok, alors j'aimerais maintenant passer brièvement sur quelques halachot, l'accord de la harshara. Après qu'on a fait ces principes très importants, maintenant on va essayer de donner des exemples concrets comment on va cacheriser notre cuisine pour Pessah. Comme je l'ai dit, on a l'habitude de ne pas cacheriser, enfin chez les Chabad, et on a l'habitude de ne pas cacheriser du tout de kelim. Mais c'est important de savoir la halakha parce que concrètement, on est oui obligé de cacheriser des kelim. Des fois, on n'a pas les moyens de s'en procurer, ou des fois autres. Et aussi, il y a certaines personnes qui veulent aussi cacheriser eux-mêmes leurs kelim. D'accord, il y en a qui ont l'habitude de cacheriser leurs kelim. Donc, au moins qu'on sache la halakha ce qu'elle dit. Encore une fois, j'ai pris un certain cave. Il y en a qui vont être un peu plus marmir, mais qu'il faut être beaucoup plus mekel. Mais j'essaie de trouver un cave qui soit un peu qui respecte bien la halakha d'un côté, et d'un côté qui correspond à tout le monde, de l'autre côté aussi qui laisse la possibilité à tout le monde de cacheriser. Et à chaque fois, on va essayer de mentionner qu'est-ce qui est kedaï de faire, qu'est-ce qui n'est pas kedaï de faire. Alors, première chose, comme on l'a dit, lorsqu'on est amené à cacheriser un kli,
c'est déjà on a dit donc de trier. Trier le cli pour savoir Kebolo Carpolto, d'accord? Qu'est-ce qui correspond à quoi? Un exemple, si je dois faire Agala ou je dois faire Liboun. Si je parle par exemple d'une marmite, je parle par exemple d'une casserole, à ce moment-là, je dois savoir évidemment à quoi il correspond pour savoir comment cachériser. D'accord? C'est une marmite casserole, c'est contact directement avec du feu, c'est directement contact avec l'eau du feu, étant donné que je fais bouillir les choses dedans. Donc, je n'aurai pas le choix que de le tremper dans une grande marmite bouillante pour pouvoir le cachériser. D'accord? Pareillement aussi, une louche que je mélange avec, comme on l'a dit. D'accord? C'est aussi le même minyan. Par exemple, par contre, je peux avoir aussi un autre exemple de cliché, comme par exemple, j'ai des plats de service, des assiettes par exemple aussi, qu'à ce moment-là, je sais que ce n'est pas sur le feu. C'est d'accord? C'est sorti du feu. Déjà, c'est même des fois eu le temps de passer plusieurs kélim. À ce moment-là, je dois la cachériser de cette façon-là. Klirichon, cliché, minimum. D'accord? Évidemment, si je fais klirichon sans cliché, c'est très bon, mais c'est minimum ça. Ou bien que par exemple, j'ai besoin de faire l'iboun, comme par exemple, j'ai utilisé cet ustensile-là avec directement la force du feu. Comme par exemple, on a dit des brochettes ou quoi. À ce moment-là, étant donné que l'issour était absorbé sans mashke, sans liquide, à ce moment-là, j'ai besoin de le cachériser de la même façon, c'est-à-dire avec les boules. Alors maintenant, comment on fait concrètement? Il faut savoir qu'avant de cachériser un objet, il faut d'abord attendre 24 heures avant de le cachériser. On a expliqué la semaine dernière, dans quelques semaines aussi auparavant, dans l'étude de la Smira, que nous avons Moussa que nous tam nivgam. Oui, comme on l'a vu d'ailleurs, le dernier chiffre qu'on a parlé, ça, c'est aussi par rapport à ça. C'est Yves Dalet, donc c'est Mantelik Dalet, par rapport à la CAF, qui était pas Ben Yomo. Donc j'ai besoin de le rendre pas Ben Yomo. Donc d'attendre 24 heures, d'attendre Me'et Le'et, avant de pouvoir le cachériser, afin que le ta'am qui soit, c'est-à-dire même si le ta'am ressortait, rentrait, au moins que ce soit un ta'am qui est pagoum, un ta'am qui est abîmé, qui n'a pas la capacité, les khatria des tosseurs selon la Torah. D'accord? Maintenant, ça, c'est uniquement si je dois faire une agala, j'ai besoin d'attendre 24 heures. Par contre, si je fais un liboun, si maintenant je vais brûler le kli, je n'ai pas besoin d'attendre 24 heures. Pourquoi? Étant donné que je brûle le ta'am de l'intérieur, comme on l'a dit, la différence entre agala et liboun. Agala, c'est que je sors le ta'am. Donc, si je sors le ta'am, j'ai besoin qu'il ne soit pas goum. Par contre, quand on fait liboun, étant donné que je brûle le ta'am de l'intérieur, je n'ai pas besoin d'attendre 24 heures. OK? Un autre point qui est important, c'est évidemment, comme on l'a dit, d'enlever toute la chalouda, toute la rouille. Mais quand on dit rouille, évidemment, c'est un exemple. C'est aussi toutes les autres formes de saleté qui auraient pu se coller au keli, qui sont du chametz be'ein, donc d'accord, du chametz que je peux voir. Et que donc, je suis obligé de tout nettoyer avant de cachériser. Si je n'ai pas de tout nettoyer, ça ne sert à rien. Si j'ai encore du chametz, je n'ai rien fait. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, surtout dans les kelim que, par exemple, qui ont des petites crevasses ou quoi, que des fois, ce n'est pas cachérisable parce qu'on n'a pas la possibilité de nettoyer. Mais en tout cas, s'il y a des petites formes ou quoi, il y a des petites fentes, important avec un cure-dent ou quoi, de bien frotter, de bien nettoyer afin d'enlever toute trace. Des fois, une étiquette, par exemple, qui est dessus, qui a été collée, par exemple, pour reconnaître un bassari khalavi, par exemple, que je dois aussi retirer toute forme de trace, d'interruption qu'il y a, je dois tout retirer pour vraiment faire en sorte que les soit tout complètement méchouchar pour retirer toute la saleté. Donc ça, saleté, chametz, rouille, gras, tout soit retiré. Comme on l'a dit, comme on l'a rapporté dans le Shulchan que j'ai rapporté, que si maintenant je n'ai pas réussi à enlever la rouille, enlever la saleté, à ce moment-là, je prends un chalumeau et je peux faire l'iboun kal sur la partie en question. D'accord, là où il y a de la rouille, il y a de la saleté. C'est aussi important de savoir, c'est que des fois, par exemple, j'ai des poignées. Dans une marmite, par exemple, j'ai une poignée. La poignée, il faut la démonter. Si par exemple, elle n'est pas démontable, c'est un double problème. Pourquoi? Parce que concrètement, des fois, à l'intérieur, j'ai des choses qui sont infiltrées, du khames qui est infiltré. D'accord? Donc, dans ce cas-là, si je pense que je peux y arriver à le laver, je le lave. Mais si ce n'est pas possible, à ce moment-là, il faut aussi là-bas donc, faire un liboun pour aussi, on va dire, brûler le issour, si je pense évidemment que ça va aider à brûler le issour. D'accord? Un autre point qui est important, c'est que le keli que j'utilise pour faire la gala, il faut qu'il soit lui-même caché à l'épaisseur. D'accord? Donc lui-même, il faut qu'il soit caché à l'épaisseur avant que j'utilise. Donc c'est-à-dire, si maintenant vous prévoyez de faire une gala, il faut d'abord prévoir, évidemment, que le kélim en soi, on a attendu 24 heures, pas minimum, mais il faut aussi que le kélim lui-même, dans lequel je fais ma gala, ou mon koum en question, d'accord, ma bouilloire dans laquelle je vais m'utiliser pour verser, elle a aussi passé 24 heures, d'accord, et qu'on a fait aussi la gala, avant qu'elle puisse faire la gala. Important de préciser, c'est qu'on n'utilisera pas le kéli avec lequel on a fait la gala pour Pessah. Si je veux utiliser
le keli avec lequel j'ai fait la gaffe pour Pessah, il faut que je le recachérise une nouvelle fois. D'accord? Donc, dans ce cas-là, je cachériserai avant de cachériser mes kelim et après l'avoir cachérisé pour que ce soit cachéré Pessah, si je veux utiliser ce keli-là. OK? Donc, comment je fais pour cachériser mon keli? Par exemple, j'ai une marmite, je veux la cachériser. À ce moment, je mets de l'eau. D'accord? Je mets de l'eau au maximum que je peux mettre et je vais donc bouillir l'eau. Une fois, parallèlement, je vais brûler un métal, une spatule, ça peut être quelque chose en métal, ça peut être une pierre, on va dire métal, c'était plus courant, plus facile à trouver à la maison. D'accord, un morceau de métal, ça peut être une spatule ou quoi, un ustensile de cuisine, d'accord, que je vais donc brûler. Et une fois que tout est pratiquement à rabord et en train de bouillir, à ce moment-là, je vais mettre le métal dedans et tout va déborder. Oui, étant donné maintenant, je vais faire une surcharge de chaleur, tout va déborder. Et comme ça, une fois que tout est débordé, ça va aussi cachériser, donc pas simplement à l'intérieur, mais aussi au-dessus des parois à l'extérieur. Et à ce moment-là, mon keli, il est cachère. Dès que j'ai fini de cachériser, il va falloir que je rince mon keli avec de l'eau froide directement, d'accord? Pourquoi? Pour pas que le issour re-rentre dedans, pour pas que le issour, d'accord, repénètre dans mon keli, d'accord? Pour qu'il sorte, pour qu'on rentre pas, donc je vais ensuite directement le rincer. Ok. Alors maintenant, comme on l'a dit, pour cachériser un keli, on va devoir donc le remplir d'eau et on va commencer à faire bouillir. Il faut savoir qu'on a dit qu'il faut attendre 24 heures. Mais des fois, si une personne ne peut pas attendre 24 heures, certains disent c'est qu'on peut mettre à l'intérieur un produit nettoyant fort, d'accord, de manière à ce que ça éprouve le keli. Vous vous rappelez qu'on a parlé plusieurs fois du lave-vaisselle. La vaisselle, on avait dit que, par exemple, le fait des fois qu'il y a un produit, des fois ça peut faire éprouver le tam. Alors à ce moment-là, évidemment, si on n'a pas le temps d'attendre, évidemment, on ne peut pas faire l'iboun parce qu'on a dit l'iboun, on n'a pas besoin d'attendre 24 heures. À ce moment-là, il faut rajouter du produit qui est fort. Mais le problème de ça, que ce n'est pas idéal à faire, c'est qu'il y en a qui disent qu'étant donné que c'est mélangé avec un keli, qui te dit que l'eau mélangée avec du produit, c'est efficace. Peut-être qu'il perd de son efficacité. C'est pour ça qu'il faut essayer de la faire traditionnellement, comme on l'a dit, c'est-à-dire attendre 24 heures, cachériser le keli et ensuite faire ce qu'il faut faire. Par contre, si j'ai pas le temps, ok, mais essayez vraiment de faire ce qu'il faut faire parce qu'il y en a qui disent que c'est possible que le fait que je rajoutais un autre produit à l'intérieur, ça peut-être enlever la capacité de l'eau de faire son travail. Bon, en tout cas, si je n'ai pas le choix, je vais mettre par exemple de la javel ou quoi, ou un produit dedans de faire en sorte que c'est pour game le tam complètement. Quand je viens pour cachériser mon keli, donc on a dit j'ai attendu 24 heures, le keli, il est sec, je vais attendre que l'eau de ma marmite va bouillir. Et une fois que l'eau chaude et bouillante, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'elle est chaude, il faut que ce soit bouillante, vraiment en train de monter et bouillanter, à ce moment-là, je vais pouvoir mettre mon keli à l'intérieur. Si maintenant, je vois que mon keli est trop grand et je n'arrive pas à le rentrer totalement, directement, entièrement dans ma marmite d'eau chaude, à ce moment-là, je peux le faire en deux fois. Je vais tremper d'un côté et ensuite de l'autre côté. D'accord? On a dit que c'est lorsqu'on va mettre l'eau froide, c'est idéal de rincer l'eau froide entre les deux, c'est-à-dire de tremper dans l'eau chaude, mettre dans l'eau froide, essuyer, et après faire de l'autre côté, tremper dans l'eau chaude, eau froide et essuyer. Maintenant, comme ça, c'est lorsque maintenant j'ai une marmite et je vais faire la hagala sur quelque chose qui est au Melagabé Haesh. Maintenant, si maintenant je n'ai pas ce luxe-là, d'accord, j'ai besoin de faire, soit par exemple, un exemple, un plan de travail. On m'a dit, je ne peux pas prendre le plan de travail et le mettre dans l'eau chaude. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends l'eau chaude, à mon koum-koum, par exemple, un bouilloire. Je vais la cachériser, comme on l'a dit avant, parce que le keli qui cachérise doit être lui-même cachérisé Pessah. Je vais le cachériser. Et ensuite, on a dit le plan de travail, on ne va pas l'utiliser à chaud durant 24 heures, pareil que l'évier et que toute chose qu'on va cachériser. Et ensuite, je vais verser, mais en versant, je vais essayer de verser de manière à ce que l'eau continue à bouillir. C'est-à-dire, je veux vraiment faire cet effet-là du hirou de Klirishon qui omène al Gabé Haesh. D'accord? C'est important de le faire. Des fois, on n'a pas la capacité, des fois, on n'a pas, parce que par exemple, le Keli, il se débranche ou le fil n'est pas assez long. À ce moment-là, c'est un problème de le faire. Mais je vais essayer de le faire essentiellement lorsqu'il est en train de bouillir. Et lorsqu'il est encore en train de bouillir pour verser, d'accord, sur toutes les parties de mon plan de travail. Mais pour faire cet effet-là de Omed al Gabé Haesh, je vais aussi prendre un fer à repasser, par exemple, d'accord, qui est le chauffer. Une fois qu'il est chaud, d'accord, brûlant, je débranche la prise et quand je vais
passer l'eau brûlante sur mon plan de travail, je vais en même temps passer mon fer à repasser dessus, de manière à ce que ça s'ébouillante à nouveau sur le plan de travail, et comme ça, je vais avoir cet effet-là aussi d'accord du feu, d'accord du Omega BH qui est sur le feu. D'accord, donc je vais faire avec le fer à repasser, je vais faire par exemple avec une spatule, par exemple, ou avec un ustensile de travail, d'accord, d'enduit. Oui, je peux aussi, par exemple, le mettre sur le feu, le chauffer bien, et ensuite, en passant avec de l'eau, je vais passer ma spatule dessus, de manière à ce que ça va ébouillanter sur le plan de travail. D'accord? D'accord, donc ça, c'est comme on fait un irouille pour que ce soit aussi à Gavaèche. Mais des fois, je n'ai pas besoin, comme on l'a dit. Des fois, si le plan de travail ou bien le client en question que je veux cachériser par irouille, il est en général pas en contact directement avec le clérichon, à ce moment-là, un irouille me suffira. Pas besoin de passer la pierre ou le métal. Mais si, par exemple, je sais que cette matière-là, ou ce plan de travail, ou cet endroit-là sur lequel je veux cachériser, des fois, il est en contact avec un clérichon, à ce moment-là, il faut que je fasse aussi avec donc qui est Begeder al-Gabaesh. À ce moment-là, je dois faire aussi avec l'eau et le fer à repasser pour cachériser tous les endroits. D'accord, ok. Alors maintenant, on va donner quelques exemples par rapport aux matériaux. Quel matériel est cachérisable, lequel non. Ce qui est fait à base de corne, c'est un peu rare, c'est trouvable. La agala ne marche pas pour elle. Pourquoi? Parce qu'il peut se déformer par la chaleur, donc c'est un peu le même système de clichérès qu'on a dit. Comme on est chasse, on a pitié du clichérès. Donc la façon aussi pour ce qui est fait à base de corne, c'est pas considéré comme c'est pas bon, c'est pas considéré comme cachérisable. Ok. Ce qui est fait en bois, on peut le cachériser avec de l'eau chaude comme le métal, mais le problème, c'est que dans le bois, nous avons souvent des fissures, et ces fissures-là, des fois, à cause de ça, ça ne peut rendre pas cachérisable. Donc, façon de bien nettoyer, bien scanner à l'intérieur, et comme on verra juste après par rapport au travail, souvent, on n'aura pas le choix que de les recouvrir aussi. Ok, même qu'on a fait la harshara, ça, on verra juste après par rapport au travail. Ce qui est fait en pierre ou ce qui est fait en marbre, d'accord, tout ça, c'est des choses qui sont cachérisables, évidemment. Mais il faut faire attention à quelle forme de marbre. Nous avons des marbres qui sont oui cachérisables et des marbres qui ne sont pas cachérisables. Si c'est du vrai marbre plein, entier, ou de la vraie pierre, à ce moment-là, c'est cachérisable. Mais si des fois, ce sont des choses composées, des fois, nous avons on va dire, des miettes de marbre, d'accord, ou des miettes de pierre qui ont été broyées. Ils ont mis dessus des cols, toutes sortes de plastiques pour essayer de les relier, etc. À ce moment-là, évidemment, ça sort du guédard du marbre. S'il n'y a plus du marbre, à ce moment-là, on verra après si c'est cachérisable ou pas. En tout cas, il faut faire attention à ça. Mais en tout cas, si c'est du vrai marbre, il est cachérisable simplement avec la gala, comme on l'a dit. D'accord? Imaï, on est marmire de ne pas cachériser. Métal, comme on l'a dit, tous les métaux sont cachérisables. Le métal, aussi le cuivre dans les métaux, c'est aussi cachérisable. Ce qui est fait en os, d'accord, comme c'est aussi cachérisable avec la gala. Ce qui est fait en porcelaine, ou bien ce qui est fait en jerez, en argile, à ce moment-là, comme on l'a dit, un cachérisable. Porcelaine aussi, c'est considéré comme du jerez, donc ce n'est pas cachérisable pour Pessah. Ce qui concerne le verre, on sait qu'à la fin de Simatation Aleph, nous avons un marque connu entre le Shulchan Aruch et le Rama. Nous avons une fois rapporté l'histoire d'Admorazaken dessus, qu'il voulu être médical comme le Shulchan Aruch. On ne va pas la rapporter encore une fois, c'est des Afka Pessah. Mais en tout cas, nous avons cette Achmarala qui est entre les deux. D'accord? Donc c'est pour ça que d'après le Shulchan Aruch, comme il est écrit clairement, il dit que il n'y a pas de problème dans le verre, parce que le verre, il n'absorbe pas, il ne rejette pas, donc il n'y a pas de problème dans le verre. C'est pour ça que d'après la majorité des Sfaradim, il y en a qui sont plus marmires que ça, mais d'après la majorité des Sfaradim, on n'a pas besoin de problème par rapport au verre. Il y en a qui vont être marmires de faire cette cachérisation ils vont peut-être pas verser de l'eau chaude, mais ils vont demander de faire 3 fois. Étant donné qu'en général, les verres sont utilisés par exemple pour boire du froid, à ce moment-là, de les remplir 3 fois, et, d'accord, durant tous les 24 heures, donc remplir d'eau et laisser comme ça durant 24 heures. Après 24 heures, les vider, remplir d'eau encore une fois, et comme ça durant 3 fois, durant en tout 72 heures. D'accord, de manière à ce que c'est aussi une forme d'archara. D'accord, mais en gros, d'après beaucoup de Sfaradim, ils ne sont pas marqués sur le verre, il suffit de bien nettoyer, de bien les rincer. Là, à ce moment-là, ils sont utilisables pour Pessah. D'après les Ashkenazim et aussi les Chassidé Chabad, les verres sont incachérisables, on les considère comme des clichés, et donc on ne peut pas cachériser. Maintenant, par rapport au plastique, il y a une marloquette en soi. Est-ce que Bichla, le plastique, c'est oui cachérisable ou c'est pas cachérisable? C'est une grande marloquette en soi. Bon, donc il y a ce yann-là. Est-ce que oui cachérisable ou pas? C'est un point. Et il y a un autre point aussi, c'est est-ce que
même si je dis que la matière est cachérisable, est-ce que j'ai le problème de chas aleem? Est-ce que, par exemple, si je cachérise comme il faut, est-ce que c'est possible que le kéli va se détériorer? Si je pense que le kéli va se détériorer, à ce moment-là, je rentre comme les problèmes qu'on a dit avant, qui sont deviennent plus cachérisables, d'accord? Donc, on a qui disent que le plastique est cachérisable, on a qui disent que le plastique n'est pas cachérisable, on a qui disent qu'il est, il est polette comme il faut, on a qui disent qu'il n'est pas polette, vous ne connaissez pas la matière. Il y a plus de marques dessus, donc les ordres chacun pourra demander à son maître, mais en tout cas, il y a une question dessus. C'est pour ça que c'est idéalement de ne pas trop le cachériser avant qu'on n'a pas le choix. Surtout que souvent, lorsque je mets de l'eau chaude, je risque de l'abîmer. À ce moment-là, ça peut poser une question, un grand point d'interrogation sur la cachérisation en entier. Ça, c'est un point. Deuxième point qui est important de savoir aussi, c'est concernant tout ce qui est fait à base de téflon. Téflon, on a bichlal un grand victoire entre les acharonim. Est-ce qu'on doit cachériser des marmites pour la base de téflon si, même pour le reste de l'année? C'est quoi leur recherche? Le problème, c'est qu'il y en a qui disent que pour pas que ça colle, on utilise une matière qui est faite à base de graisse animale, d'accord, qui est donc moins sur la casserole, de manière à ce que ça ne va pas coller. Et là, finalement, on a une remarque roquette. C'est quoi la marque roquette? C'est déjà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est véridique, ou même peut-être qu'il y a des compagnies qui font ça, et une compagnie qui fait autrement, d'accord? Donc, c'est peut-être chaque compagnie à sa façon. Mais en tout cas, on a déjà ce point-là, ça fait que là, est-ce que oui, c'est considéré comme, est-ce que oui, ça a été, il y a un mélange de graisse animale dedans, et à ce moment-là, même pour le reste de l'année, c'est pas possible d'utiliser. Mais on peut dire oui, mais c'est peut-être pas possible d'utiliser, mais au moins j'ai peut-être le inyan de faire la archara, c'est-à-dire que même le reste de l'année de faire une archara sur ce qu'il est là. D'accord? Donc, et là, la question revient et pour Hametz et pour le reste de l'année. Est-ce que Bichlal, c'est une matière qui est cachérisable, oui ou non? On a qui disent que oui, on a qui disent que non. D'accord? Donc, une grosse marque là-dessus. Donc, on a 2 points par rapport au téflon. Un, d'où vient cette matière? C'est possible que même tout le reste de l'année, je ne peux pas utiliser parce que j'ai de la matière de graisse animale dessus. D'accord? C'est ça qui cause. Donc, ils disent non, tout est synthétique, il n'y a aucun problème. D'accord? Donc, c'est une marque entre les acharonim. C'est possible, ça dépend de compagnie en compagnie. Et il y a une autre marque locale, est-ce que Bichla, c'est cachérisable? Même si je le cachérise, que oui, ça marche, oui ou non. C'est pour ça que ce paquet-là, il est utilisé. Si je n'ai pas le choix, à ce moment-là, je peux faire la gala 3 fois dessus. D'accord? De faire 3 fois la gala. Et à ce moment-là, on peut être sommaire si on n'a pas le choix, si on a besoin d'utiliser quand même. Alors, maintenant, lorsqu'on passe maintenant au plan de travail. Le plan de travail, comme on l'a dit, on a des gens qui ont du marbre. À ce moment-là, comme on l'a dit, étant donné que des fois on utilise directement mâche, des choses qui sont mâche chaud comme Clérichon, ce qu'il faudrait faire, ce serait donc de faire passer de l'eau bouillante et aussi de faire even melou benet, c'est-à-dire de mettre le métal pour refaire bouillir ça sur la surface. Ce qui est composé, comme on l'a dit, souvent, ce n'est pas possible de cachériser. Pourquoi? Parce que souvent, c'est d'autres matériaux qui sont mélangés et ce n'est pas de la vraie pierre, ce n'est pas en guédère de even, de clé even, et automatiquement, ce n'est pas cachérisable. Ce que je dois faire à ce moment-là, c'est de recouvrir avec, donc évidemment de bien nettoyer, et de recouvrir, pour pas que j'ai du Hametz Be'en, et de recouvrir avec, donc avec une grande, oui, ça peut être une planche, ça fait du PVC, quelque chose d'épais, de manière à ce qu'on ne ressent pas les chaleurs l'un de l'autre, de manière à ce qu'il n'y ait aucun contact avec le plan de travail initial du Hametz et avec mes ustensiles. Okay, mais la vérité, c'est que dans tous les cas, même pour les plans de travail qu'on cachérise, beaucoup sont marqués que même si c'est cachérisable, c'est quand même les recouvrir. Pourquoi? Déjà, pas tous les plans de travail sont cachérisables. Surtout aujourd'hui, il faut vraiment du vrai marbre, donc il coûte très cher. Pas tout le monde a forcément les moyens d'avoir ce genre de choses à la maison. Et même si oui, souvent nous avons des crevasses à l'intérieur, des fentes, des petites crevasses qui se sont faites avec le temps, de manière à ce que ça fait rentrer le chametz à l'intérieur. Et des fois, c'est impossible de cachériser vraiment comme il faut. D'accord? Donc, c'est très important de savoir ça. C'est pour ça ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est évidemment de bien nettoyer, de quand même faire la gala, d'accord, de cachériser, et d'accord, pour au moins faire un minimum, et aussi recouvrir avec quelque chose d'épais, comme ça, à ce moment-là, on est tranquille. Ok? Donc, ça, c'est quelque chose qui est important à faire. C'est pour ça qu'on voit dans beaucoup de maisons juives qu'on recouvre tous les plans de travail, qu'on n'a aucun contact, même qu'on a lavé, même qu'on a cachérisé, quand même de faire, de recouvrir avec quelque chose de supplémentaire pour être tranquille. Ok? Donc, ça, c'est par rapport au plan de travail. Maintenant, nous avons aussi un point par rapport à l'évier. Comme on l'a dit, quand on voit un évier, il faut se rappeler de quelle manière on l'a utilisé, et aussi de voir de quelle matière est l'évier. Alors, ce qui est fait les éviers en argile, comme on l'a dit, on ne peut pas les utiliser. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Le problème, c'est que des fois aussi,
si maintenant je vais mettre une bassine en plastique, par exemple, des fois, je peux avoir du Hametz qui peut remonter, d'accord, si je ne le cachérise pas. C'est pour ça que ce qui serait idéal de faire, c'est de cachériser et de mettre un évier en plastique dessus, d'accord, de manière à ce que j'ai une interruption réelle entre mes aliments, mes kélim, ce que je mets dans mon évier en plastique et concrètement, d'accord. Donc, ce que je veux faire, c'est de faire 3 fois la gala de l'évier et ensuite de le mettre s'il est fait en argile, et ensuite de mettre un récipient, un évier en plastique par-dessus. Maintenant, on a ce qui est en métal, par exemple, un évier en Irosta. En Irosta, c'est du matériel, c'est du métal. Donc, forcément, c'est du métal, on peut beaucoup le cachériser. Donc, dans ce cas-là, si je l'ai bien, évidemment, je vais voir autour des joints et avec l'accord avec le filtre qui est l'accord de méthanète qui est en dessous qui va récupérer l'eau. D'accord, dans le siphon. D'accord, des fois, on a une fente, il faut aussi bien nettoyer là-bas. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais faire Agala. Et là, on va revenir au principe entre le Rav Shimoucho par rapport au Sfaradim ou Ashkenazim. Et dans ce cas-là aussi, les Chabad vont comme les Ashkenazim. C'est que si maintenant je vais me dire que je vais comme Rav Shimoucho, alors je vous dis en général, c'est fait avec de l'eau chaude. Donc Asfara dira comme c'est Rav Shimoucho, il suffit que je fasse la Agala, ensuite je peux utiliser comme il faut, j'ai aucun problème. Parce que le Rav Shimoucho est avec de l'eau. Mais mais pour ceux qui craignent même au Miout Shimoucho, à ce moment-là, je vais cachériser les quand même, mais je vais quand même devoir mettre quelque chose en plastique dessus. Pourquoi? Parce que des fois, de faire l'iboun, ça va me demander de faire l'iboun. Et des fois, de faire l'iboun, ce n'est pas forcément très faisable dans un évier. D'accord? Des fois, ça peut l'abîmer, ça peut le déformer. Donc, c'est pour ça, idéalement, si même que j'ai fait la gala et que c'est une bonne gala cachère, il n'y a aucun souci. Et pour ceux qui sont marmir d'être recherche aussi au milieu chimouche, à la minorité de l'utilisation qu'on pourrait avoir, et peut-être que j'ai mis quelque chose de chaud, très chaud, à sec sur dessus, à ce moment-là, ce serait bien quand même de mettre un évier en plastique pour être tranquille. Maintenant, quand je fais l'évier, je fais la agala de l'évier, il faut aussi que je n'oublie pas la agala aussi du robinet. Le robinet, c'est aussi il faut le cachériser. Alors, quand on veut cachériser le robinet, des fois, on va dévisser le filtre de l'eau, on va voir qu'il n'y a rien qui s'est resté coincé là-bas, qu'il est propre. Pardon, qu'il n'y a pas de ramasse qui est resté coincé là-bas. On va le nettoyer, si on peut même le changer, des fois ça peut être l'occasion de le changer. Et ensuite, nous allons faire agala. Donc, nous allons allumer l'eau chaude au maximum, d'accord, de l'eau chaude. Et nous allons verser par-dessus en même temps de l'eau bouillante, d'accord, pour cachériser aussi le robinet. Maintenant, le filtre qui est en bas, évidemment, qu'il y a beaucoup de ramettes qui passent par là-bas, évidemment, il vaut mieux changer complètement pour être tranquille. On ne va pas rentrer dans les problèmes, c'est facile à cachériser ces choses-là. On pourrait cachériser ce qu'on l'a vu, etc. On rencontre le même problème du miout et du rav shimouch. Mais en tout cas, si on peut le cachériser, on le cachérise. Sinon, on peut simplement le changer, en acheter un pour Pessah. Donc, on peut le garder pour tous les Pessah. C'est le filtre de Pessah. Et comme ça, on est tranquille. OK. Maintenant, par rapport au siphon même, alors, ce qu'il faudrait faire, il y en a qui les démontent et qui vident tout, mais ce qu'il faudrait faire au moins, c'est de verser dedans, par exemple, de la javel, un produit fort pour au moins être pour le tam, pour que ce soit pas un machal kelev, de vraiment que tout ce qui est à l'intérieur passe par un tam avec un produit qui est très fort, d'accord, pour retirer tout guéder de machal de chametz par-dessus. Ok, maintenant ça c'est par rapport, on avait parlé du plan de travail, on a parlé du levier, maintenant on va parler par rapport au aronotes. Donc c'est les meubles de la maison, les meubles de la cuisine. Les meubles de la cuisine, évidemment, vous allez me dire, c'est là où il y a le maximum de beaucoup de ramettes, c'est vrai, mais d'un autre côté, on ne cuisine pas dans les meubles de la cuisine, enfin on espère. Personne ne va chauffer les meubles de la cuisine, donc forcément, il n'y a pas vraiment de ramettes qui sont imprégnées dedans. Et c'est pour ça qu'évidemment, pour cachériser, je peux besoin de cachériser à l'eau chaude. Il suffit, comme on l'a dit, ça a froid. Et forcément, si j'utilise les placards pour Pessah, il faut qu'ils soient cachés à les Pessah. Donc, il faut que je lave bien comme il faut. Utiliser du produit nettoyant fort qui va sortir, on va dire, sortir du guéder du mahal, de même mahal kelev, donc de bien nettoyer, de bien voir les coins entre les planches et les parois du meuble, de manière à ce qu'on retire bien. Et comme souvent on a du chametz qui reste quand même coincé, des petites miettes qui sont impossibles à enlever, c'est pour ça que c'est idéal de recouvrir aussi les planches, par exemple avec l'aluminium ou quoi, de faire l'aluminium de manière à ce qu'il n'y a vraiment aucun contact entre nos aliments ou nos kilim et avec les résidus de chametz qui auraient pu rester coincés là-bas.
D'accord? Évidemment, ça ne change pas qu'on doit aussi bien nettoyer. Mais même qu'on nettoie bien, souvent, on peut toujours rester des taches de graisse, de gras qui est resté ou quelque chose qui a collé, etc. Et des fois, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut mieux tout simplement, à part le nettoyer, de bien recouvrir avec du papier alu ou un autre papier, d'accord, pour séparation. OK. Prochain détail qu'on veut parler, c'est par rapport aux tables. Alors, aux tables, pardon, déjà avant la table, on parle d'abord des murs. Aussi, les murs de la cuisine, c'est la même chose. Les murs de la cuisine, il y a souvent beaucoup de ramettes qui coulent dans la cuisine, donc il faut aussi bien nettoyer. Et on a aussi que sont marqués aussi de bien les recouvrir, d'accord, pour qu'il n'y ait vraiment aucun contact. C'est un peu la même histoire que les armoires. Maintenant, par rapport à la table sur laquelle on mange, on a aussi, donc on va dire que ça rejoint un petit peu les mêmes idées qu'on a vues avec le plan de travail, sauf qu'en général, notre table, en général, on ne va pas mettre des marmites chaudes. C'est moins probable que sur le plan de travail, mais c'est aussi courant. D'accord? Forcément, on va amener une soupe chaude, on va amener un plat chaud, on va amener des pâtes, on peut amener une pizza, on va amener des chalotes, autre chose qu'on va avoir contact directement avec la table. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est que la table, et il faut aussi dans la halakha dans Shulchan Aruch, d'accord, dans le Mechaber, il dit clairement aussi que même qu'on a bien lavé, bien nettoyé, il va falloir aussi faire un gala, il va falloir aussi donc cachériser la table. Et comme on l'a dit, comme souvent les tables sont en bois, et dans le bois, il y a des fentes, des fissures, donc des fois, ça va être très compliqué de cachériser, parce que les fissures, avec la gala, on n'arrive pas dans les fissures. C'est pour ça que ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien nettoyer. Si on a des fissures, on peut voir, des fois, il y a des fentes dans la table, ou des sortes de formes, ou bien vraiment des fissures qui sont faites avec le temps, ou bien que c'est la matière du bois qui est comme ça. À ce moment-là, on doit essayer vraiment de frotter à l'intérieur, de retirer dans ce qu'il y a, ce qu'on peut enlever, parce que là, il y a d'omagat, on va essayer de retirer. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser, si on ne craint pas que la table s'abîme, si ça n'a pas abîmé la table, de verser de l'eau chaude dessus pour la cachériser. Et on va, après ça, quand même la recouvrir avec deux kisouim, avec deux on va dire, nappes épaisses, avec même des planches de bois, vraiment épais de manière à ce qu'on n'a pas de contact avec la table, de manière que, on n'a pas du bassa, on n'a pas du chames qui est béin devant nous, et aussi, nous n'avons pas à part le BN, nous n'avons pas de crainte de toucher du Hametz, parce qu'on aimerait que c'est une table même qu'on a fait cachérisation, on craint encore qu'étant donné que c'est vraiment un ustensile, un meuble qu'on utilise pour du Hametz, parce que c'est là-bas qu'on mange, à ce moment-là, on craint qu'il reste là-bas toujours du Hametz coincé. C'est pour ça que malgré ça, on va quand même le cachériser, et on va, à part le cachériser, on va aussi le recouvrir. Un autre point qui est important, c'est le inyan des chaises. Les chaises, évidemment, les chaises, il y a toujours du khametz là-bas, donc c'est sûr qu'on ne mange pas avec les chaises, on ne mange pas sur les chaises, mais concrètement, on n'a pas le droit d'avoir du khametz à la maison, et c'est pour ça que, par le fait que des fois, il peut y avoir un enfant qui peut trouver un peu de khametz d'accord, et le grignoter. C'est pour ça ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien laver les chaises, et une attention particulière pour les chaises des enfants. Souvent, dans les chaises des enfants, d'accord, on peut voir une table des fois, donc les tables, les chaises hautes sur lesquelles les enfants mangent, il y a évidemment beaucoup de khametz là-bas, et c'est pour ça qu'il va falloir aussi cachériser l'endroit où le bébé mange, d'accord, donc bien le cachériser, bien nettoyer, et souvent c'est une matière, c'est du plastique qui ne sont pas cachérisables, et c'est pour ça qu'on va aussi essayer de recouvrir avec un plastique, de manière à ce qu'il n'y ait pas de contact entre l'aliment que le bébé mange et le khametz, donc cette planche, cette table-là. Ok. Maintenant, on va parler par rapport au gaz, à la gazinière. Est-ce qu'on peut cachériser, oui ou non? Il faut savoir que la gazinière, c'est un peu compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que d'un côté, on va dire c'est très simple, parce que finalement, on va dire, comme on l'a appris d'ailleurs dans les travaux vétérinaires, on l'a appris ça plusieurs fois, c'est que lorsqu'on a deux kélim qui se touchent, à ce moment-là, on a dit, vous vous rappelez, on a dit qu'il n'y a pas ce lien-là que le tam y passe. Vous vous rappelez qu'on a deux kélim qui se touchent, il n'y a pas de problème. D'accord? Pourquoi? Parce que tout le temps, tant qu'il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de liquide qui va les coller, on n'a pas de problème on n'a pas de problème de cache-route. Ça, c'est un point. Donc, un point, on va dire qu'on est tranquille par rapport à ça. Un deuxième point qui est aussi bénéfique lorsqu'on parle du gaz, lorsqu'on parle du feu, c'est que dès que ça tombe, c'est automatiquement ça se cachérise. Parce que dès que ça tombe sur le feu, ça va automatiquement brûler. OK? Donc, c'est deux points. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça plusieurs fois dans les simanim. Donc, Salik Bet, Salik Dalet, non, Salik Bet, c'est où qu'on a fait ça? Salik Bet, il me semble. C'est dans deux semaines, un après l'autre. Bon, en tout cas, nous avons deux points. Un point
que, un, ce n'est pas, c'est comme deux kelim qui se touchent à ce moment-là que j'ai besoin de l'humidité d'Afka, du liquide, du mashké pour pouvoir faire passer le goût. Si j'en ai pas, le tam ne passe pas. Et deuxième point qui est avantageux, c'est que automatiquement, quand ça tombe, ça se boule directement. C'est bien beau. Mais il y a un autre problème, c'est quoi? C'est que concrètement, si j'ai du chametz qui tombe dessus, et du chametz qui va tomber sur, par exemple, j'ai des pâtes qui tombent, ça arrive très souvent, sur ma plaque, sur mon gaz. D'accord? Donc j'ai mes grilles qui ont été maintenant imprégnées de chametz. Mais par quelle force? Par la force du mashké? Non, par la force du feu. Et automatiquement, qu'est-ce que j'ai besoin? Agala ne me suffira pas. Qu'est-ce que j'aurais besoin? J'aurais besoin de faire l'iboun chamo. Oui, parce que forcément, si ça tombe sur le feu, ça brûle peut-être directement, c'est bien beau, mais d'un autre côté, le chametz était absorbé directement par la force du feu. Et si c'est le cas, la question se pose, comment je fais pour cachériser? J'ai besoin de faire l'iboun. D'accord? J'ai besoin de cachériser vraiment avec du feu. Et vous vous rappelez ce qu'on a dit, c'est quoi l'iboun? C'est 450 degrés. Il y en a qui disent même 400. Ok, donc on va dire, d'après ce qu'on a vu, on l'a lu dans Mahon Technologie, la Lacha, dans 450 degrés. Donc pour arriver à ça, c'est vraiment un travail acharné qu'il va falloir faire sur mes grilles pour que j'arrive. Et si j'attends qu'il y a il y a des étincelles d'accord, qui sortent de la grille, hein, ça les feux d'artifice, c'est pas, comment on dit. Et oui, je me rappelle de Rabbi David quand on allait voir le feu d'artifice à côté de la maison. Donc la corde, c'était la balle chez Jackie là-bas. Donc on était donc donc c'est vrai que pour avoir des étincelles, ça c'est pas faisable. Il y en a qui disent que pourquoi c'est quoi la différence entre avant et aujourd'hui? Pourquoi avant on voyait des étincelles, pourquoi aujourd'hui non? Et parce qu'avant il disait que le métal n'était pas vraiment condensé. Il y avait encore beaucoup d'air qui était entre les deux. Et donc, c'est ça qui causait des étincelles qu'on pouvait voir à l'époque. Aujourd'hui, que les matériaux se travaillent beaucoup plus et qu'ils sont beaucoup plus condensés, beaucoup plus écrasés, il n'y a pas beaucoup d'air qui sont à l'intérieur. Bref, en tout cas, il y a des différences. Donc, on ne verra jamais de Nettutzot. On ne verra pas d'étincelles qui vont sortir de Kelly. Il faut arriver à cette température-là. D'accord? On a qui disent là, si on reste, il faut rester 10 minutes avec le chalumeau sur chaque partie pour que ça soit vraiment chaud. Bon, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que le meilleur des choses à faire, c'est quoi? C'est tout simplement d'en acheter de nouvelles pour Pessah. Et à ce moment-là, on est tranquille. Évidemment, pour ceux qui cachérisent, d'accord, qui vont utiliser le même gaz, au moins d'en acheter des nouvelles que pour Pessah. Si maintenant on ne peut pas le faire, à ce moment-là, de bien nettoyer, d'allumer le feu au maximum, d'accord, au chaleur maximale, et après de recouvrir avec de l'aluminium, d'accord, de manière à ce qu'il n'y a pas de contact, d'accord, donc, et de cachériser au maximum qu'on peut, et aussi de recouvrir avec de l'aluminium. D'accord? C'est pour ceux qui vont quand même essayer de le cachériser. Prochain point, c'est évidemment la plata de Shabbat. Est-ce qu'on peut cachériser une plata de Shabbat, oui ou non? La réponse est encore une fois, pour ceux qui ont l'habitude de cachériser, on peut oui cachériser. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est qu'il va falloir faire irouille, donc de verser de l'eau bouillante dessus. Aussi, Kebolo Carpolto, on va essayer donc d'allumer la plata de manière à ce qu'elle arrive. On a d'une demi-heure, on a une heure, on a quelques instants, mais en tout cas d'arriver au maximum de sa chaleur, donc de la laisser peut-être une heure pour que ça se chauffe bien de manière à ce que vraiment toute la plate a bien chauffé. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a bien chauffé, de la recouvrir avec de l'aluminium ou quelque chose d'épais pour ne pas que pour pas que nos aliments ou bien nos kilés soient en contact avec ça, avec la patate durant Pessah. La même chose aussi lorsqu'on a une plaque électrique, pas une plaque électrique à induction ni en verre, mais vraiment des feux électriques. Ça va être aussi la même procédure qu'on devra faire. Maintenant, pour ce qui est donc les plaques chauffantes, que ce soit induction, que ce soit en verre. Donc le verre, on en a parlé juste avant, quand il marque qu'est-ce que cachérisables oui ou non. D'accord? Donc pour ceux qui sont cachérisables, évidemment, il y a plus de facilité de cachériser parce que c'est du verre. Mais la question, c'est est-ce que vraiment c'est que du verre ou bien c'est aussi du cléchérès ou bien peut-être qu'il y a aussi d'autres composants qui sont à l'intérieur qui vont finalement changer un peu les données, qui vont finalement considérer comme celui-là qui n'est pas qu'un clisrochit, peut-être qu'il y en a un cléchérès. Il y a une discussion dessus aussi. Ce qu'il faut savoir évidemment avant tout, c'est que si maintenant vous allez cachériser quelque chose et que cette chose-là va se détériorer, à ce moment-là, évidemment, comme on l'a dit, c'est chas alehem. Et quand on est chas alehem, on ne pourra pas forcément le cachériser, parce qu'on est chas, comme on a parlé plusieurs fois, que le clé et le clé en plastique. C'est pour ça que ce qu'il faudra faire, c'est donc déjà de vérifier ce point-là.
Et ensuite, pour ceux qui vont cachériser, qui veulent quand même cachériser, ce qu'il faudra faire, c'est qu'on va, si une plaque qui est en plaque en verre, oui, donc plaque électrique en verre, nous allons allumer donc, le feu au maximum. Nous allons laisser une bonne demi-heure allumée. Il faut que ça reste vraiment, vraiment au maximum de sa chaleur qu'il peut atteindre. Et ensuite, nous allons faire 3 fois Agala dessus sur le verre, d'accord, de manière à ce que, d'accord, donc on va verser l'eau chaude. Évidemment, ça va éclabousser partout, mais ça va sécher. Ensuite, deuxième fois, ensuite une troisième fois. Maintenant, pour ce qui est une plaque à induction, il y a aussi une grande discussion par rapport à ça, par rapport à plaque à induction, comment cachériser ou pas. C'est un peu la même procédure, ce qu'on a dit avec la plaque, plaque électrique, d'accord, donc à base de verre. Mais par contre, étant donné que c'est uniquement en contact que ça se fait, aujourd'hui, on peut se procurer facilement des styles de plaques en silicone, de manière à ce que donc évidemment, silicone qui résiste à la chaleur, de manière à ce que donc le contact se fait quand même, d'accord, avec la plaque à induction, va quand même activer notre marmite, mais parallèlement à ça, il n'y aura pas vraiment de contact entre la plaque et le. Mais vraiment, on demande de faire ça en plus, c'est-à-dire à part le fait de la nettoyer et la cachériser, aussi d'essayer donc de faire cette méthode-là, de mettre ce silicone-là de manière à ce qu'il n'y a pas de. Voilà. Mais il ne faut pas oublier, évidemment, que chaque fois qu'on parle de cachériser, évidemment, il faut attendre 24 heures, oui, comme on l'a dit. Ok, maintenant, deux petits ustensiles de la cuisine. Donc, déjà, lorsqu'on a par exemple, les cellières, évidemment, on va essayer de prendre un cellière qui cacherait les Pessah. Évidemment, une personne qui veut quand même utiliser sa cellière à lui, il va falloir qu'il la cachérise parce qu'elle est directement en contact avec la nourriture. Donc, ce qu'il faudra faire, il faut qu'il fasse un gala. Une personne qui a un barbecue qui veut cachériser, prend la moelle, on a le temps de faire des barbecues. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est l'exemple de la Gemara qu'on a dit la Masra d'Azara, ça ne suffira pas de nettoyer et de brûler. Il va falloir vraiment faire l'iboun chamour, c'est-à-dire de faire en sorte de le chauffer jusqu'à tel point qu'on voit que les brochettes ou que le métal a changé de couleur, est devenu rouge, a vraiment été. C'est d'ailleurs de là où vient le mot l'iboun, que ça change de couleur. Donc il va falloir vraiment faire l'iboun chamour par rapport à ce qui est en contact avec le feu. Tout ce qui est maintenant des serviettes, des torchons qu'on a dans la cuisine, on n'a pas obligé d'en acheter de nouvelles. Ce qu'il faudra faire, c'est que bien les nettoyer, évidemment, nettoyer au chaud dans la machine à laver, d'accord, et évidemment de bien vérifier qu'il ne reste pas de choses collées, si évidemment c'est possible. Souvent, il y a des choses qui restent collées malgré nettoyer. À ce moment-là, évidemment, on prendra des serviettes exprès pour Pessah. Ok. Maintenant, ce qui est pour les marmites, par rapport aux manches de marmite, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut les démonter et il faut donc les cachériser séparément. Si jamais on a, comme on l'a dit, c'est impossible de les démonter. À ce moment-là, le problème, c'est que des fois, il reste donc des résidus entre le manche. Et à ce moment-là, on va devoir faire attention, d'accord? Et donc, pour enlever tous les résidus, sinon, si on peut, on fera aussi l'iboun dans ce cas-là pour aussi l'enlever. Mais si la chaleur arrive, sinon, ce serait vraiment compliqué à cachériser. Maintenant, par rapport au couvert. Au couvert, comme on l'a dit, nous avons donc couteau, fourchette, ça va. Le problème, c'est couteau, fourchette, cuillère. Maintenant, le problème, c'est les couteaux. Les couteaux, nous avons une khumra, d'accord, qui est ramenée et dans plusieurs endroits, dans le Mishnah Moura, qui est ramenée dans le Shulchan Aruch Morazaken, qui est rapporté de ne pas cachériser les couteaux. D'accord, que les couteaux, d'essayer d'avoir des couteaux pour Pessah, spécialement pour Pessah, on ne va pas me donner la raison. Si vous voulez, je vous enverrai le macor pour voir là-bas ou le texte même. En tout cas, on fait attention que même ceux qui ont cachérisé, de ne pas cachériser des couteaux et d'avoir des couteaux spécialement pour Pessah. Ok. Maintenant, ce qui se passe avec le four. On a apporté le système de la pyrolyse, mais ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on parle du four, évidemment, étant donné qu'on a à l'intérieur des métaux qui sont directement en contact avec nos aliments qui est Hametz, c'est pour ça ce qu'il faudra faire, c'est qu'il va falloir qu'on cachérise. Mais cachériser pas simplement que bolo carfolto, pas simplement un le four, mais carrément de faire un liboun, vraiment de cachériser avec un liboun chameau, ce qui n'est pas toujours faisable de le faire, comme on l'a dit, d'accord, parce que de brûler concrètement avec le chalumeau, souvent ça arrive quand même de détériorer, on revient au même problème, chas alehem, et automatiquement on ne peut pas la cachériser. Pour ça, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement une personne qui veut cachériser son four. Évidemment, ce qu'il va faire, c'est qu'il va bien le nettoyer dans tous les coins. S'il peut même faire un liboun kal sur les coins où là-bas il y a beaucoup de ramettes qui se bloquent, il doit faire attention de bien laver la porte, bien laver la vitre
Et par rapport au joint, c'est très compliqué parce que souvent le joint, évidemment, on peut le laver. Il faut le laver obligatoirement, on est obligé de le laver. Mais des fois, il est inlavable parce que souvent, il y a du gras qui reste coincé et c'est très, très, très compliqué à laver. C'est pour ça, idéalement, si on peut, c'est de changer de joint à moins qu'on arrive vraiment à le laver à la perfection. Sinon, il va falloir changer de joint, d'accord? Parce que là-bas, le caoutchouc absorbe beaucoup de crasse et beaucoup de gras. Maintenant, par rapport au tôle, donc on a dit par rapport aux plats qui sont dans le four, ça, comme on l'a dit, il va falloir qu'on fasse un liboun. Et là, si je l'allume, ça ne va pas me servir à grand-chose. Le four, il va falloir que je le cache. C'est pour ça que ce qu'il faut faire, la meilleure chose à faire, c'est d'acheter des plaques et des pour Pessah spécialement. Comme ça, je n'ai pas besoin de cachériser et je le garderai chaque année. Je pourrais le garder pour mon four. Maintenant, une personne qui a un système de pyrolyse, comme on l'a dit, d'accord, un très grand, comme on l'a dit, un très haut niveau, d'accord, si ça arrive vraiment au degré qu'on a dit d'au moins 450 degrés, il faut qu'il vérifie ça. À ce moment-là, il pourra mettre les plaques dedans et les cachériser. Mais comme on l'a dit, ça, c'est uniquement pour ceux qui cachérisent à Pessah. Évidemment, comme toujours, attendre 24 heures avant utilisation. Un autre point qui est important, c'est les personnes qui ont un dentier. Un dentier, évidemment, il n'y a pas quoi plus en contact qu'un dentier avec le Hametz. Ce qu'il faudra faire, c'est qu'il va falloir aussi faire un gala de Klérichon, d'accord, donc de verser, de bien nettoyer, de bien laver, et de verser dessus de l'eau chaude, d'accord, pour que c'est de manière à ce que c'est souvent, on pachoute, c'est évident que c'est la tête de oui, souvent on mange, et c'est tellement chaud qu'on se brûle. D'accord, donc on prend un café, un thé, souvent c'est très beau déjà. Il faut faire très attention. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut évidemment bien tout cachériser et ça veut dire, de un, bien nettoyer et ensuite de verser dessus de l'eau chaude. Maintenant, par rapport aux bagues des femmes, ça aussi, il va falloir faire attention. C'est que, étant donné que les bagues sont directement en contact avec le Hametz, et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui font très attention de ne pas pétrir la pâte avec les bagues. Mais en tout cas, il faut bien les nettoyer, il faut bien les laver, évidemment. Et si c'est possible, il faut aussi faire la glace. Si on peut, évidemment, pas toujours. Des fois, ça peut l'abîmer. À ce moment-là, on le mettra de côté. Ou bien, on nettoiera bien avec un produit pour retirer bien les saletés. Et si jamais on vient en contact Pessah avec des aliments, à ce moment-là, évidemment, essayer de ne pas les mettre, d'accord, évidemment, avec des aliments chauds, de ne pas les mettre pour ne pas que nos bagues qui ont touché du Hametz, qui ont absorbé du Hametz à chaud, vont toucher un autre aliment, caché les Pessah à chaud. Par rapport maintenant au frigidaire. Au frigidaire, c'est un peu comme on a parlé par rapport au placard. Le frigidaire, ce qu'on devra faire, c'est qu'on devra aussi bien nettoyer. On devra devoir décongeler, laisser décongeler, d'accord, pour que vraiment toute la crasse descende, pour tout retirer, pour tout enlever. Souvent, derrière les glaces, nous avons toutes sortes de ramettes qui ont été collées, donc bien décongeler, bien nettoyer, d'accord, et aussi comme les armoires. Tandis que souvent, on a des petits endroits que c'est très dur à laver, donc on va essayer de recouvrir avec de l'aluminium, avec un papier, pour pas que nos aliments soient en contact avec avec donc ce ramesh-là qui pourrait encore être là. Maintenant, par rapport au lave-vaisselle, la vaisselle, on ne cachérise pas la vaisselle, on ne sait pas cachériser, ou même si le four, on ne sait pas cachériser, c'est compliqué à cachériser. Si une personne est quand même amenée à cachériser, par rapport au gris, il va falloir qu'il demande chacun son rat parce que ça dépend des matériaux. D'accord, des fois, ce n'est pas cachérisable, mais parce que concrètement, ça absorbe plus qu'il y a sur les Delbo. Donc, il va falloir faire une vraie agala. Mais concrètement, la vaisselle n'arrive pas forcément à un niveau d'agala, un niveau que l'eau c'est bouillant dedans. Pour ça, ce qu'il faudra faire, c'est qu'on ne cachérise pas, mais si vraiment une personne n'a pas vraiment le choix, n'a vraiment pas le choix plutôt, à ce moment-là, il devra bien nettoyer évidemment le fond, tout décrasser, retirer toutes les saletés qui sont accumulées en dessous, et ensuite faire tourner au maximum la vaisselle avec la plus haute chaleur. Et ensuite, ce qui est bien, c'est qu'il fasse agala en bas de la vaisselle de manière à ce que au moins la partie qui chauffe par en dessous la vaisselle soit aussi cachérisée. La haute qui est au-dessus donc des marmites, d'accord, pour absorber donc les vapeurs. Donc, c'est aussi un grand problème parce que là-bas, comme on verra bientôt dans notre siman, si Dieu veut, dans la smicha, qu'avec le lien de la Zéa, est-ce que c'est Milta, la Milta, tous ces lignes-là, est-ce que vraiment c'est quelque chose de consistant? Concrètement, on voit bien que dans des hôtes de cuisine, on voit souvent des crasses restées, du gras resté, ce qui est très compliqué pour Pessah, parce que ça monte, ça redescend. Donc, c'est vraiment très compliqué pour Pessah. C'est pour ça qu'on ne va pas utiliser de hôtes à Pessah et on va, même si on ne l'utilise pas, on va aussi, à part ça, essayer de nettoyer au maximum, mais on va essayer de la recouvrir avec un papier aluminium, par exemple, pour pas qu'il y ait de contact entre les deux. Si maintenant je n'ai pas le choix que de l'utiliser, par exemple, je sais que ça va faire trop
de pagaille à la maison, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout démonter, d'accord, retirer bien nettoyer. Si c'est possible de changer les grilles, je les change, sinon de faire carrément un galade ou cachériser, mais ça va être bonne chance parce que ça va être très compliqué à enlever le gras. En tout cas, si une personne n'a pas le choix, il faut absolument qu'il enlève tout le gras et aussi cachériser pour pouvoir utiliser cette hôte-là. D'accord, mais idéalement, on ne va pas utiliser parce que c'est très compliqué à nettoyer. Et donc, ce qu'il faut faire, comme on l'a dit, c'est quoi? C'est de recouvrir. Donc voilà, on a parlé de beaucoup de points par rapport à la cristallisation. Alors, si vous voulez, on va laisser un petit quart d'heure de questions, si vous en avez, avec plaisir.